Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est parti pour la classe foot comme chaque vendredi midi. C'est la saison 3, l'actu foot revisité par la First Team en direct sur le stream avec vous et puis ensuite en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. D'ailleurs, vous êtes plus de 17 000 abonnés désormais. Ça fait quand même un chouette stade de Ligue 1, tout ça, alors on vous remercie. Nous sommes ensemble donc pendant plus d'une heure, vous le savez, comme d'habitude. C'est un menu très spécial aujourd'hui, un menu gastronomique, raffiné, bien dressé par la First Team et comme d'habitude, servi avec amour. Allez, c'est parti, regardez, il y aura d'abord les toutes dernières séquences, les toutes dernières news en une touche, avec notamment une femme qui va arbitrer en Ligue 1, on en parle dans un instant. L'instant Oh My Goal également. Autre instant, donc qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal? C'est le 11 des meilleurs joueurs de Première Ligue qui vous a fait parler. Qui va monter sur le trône? Pas Manchester City ou Liverpool? Il est en train de me dire Elvis, ça me fait marrer, je suis bon public. La récréation, bien sûr, le grand débat de la team. Virgil van Dijk, meilleur joueur de Première Ligue. Alors justement, on en parle ensemble. On parle des défenseurs, enfin, parce qu'on n'en parle pas assez dans le football. Quel est le meilleur duo de défenseurs centraux depuis le 21e siècle? On en parle ensemble, on prend vos arguments et vos préférés. Coupable, non coupable, Nassim Adriouache sera également là pour parler de la Juve et de Cristiano Ronaldo. Et puis Manu, lui, il parlera pas des stars du foot, mais d'autres stars, à chacun leur niveau. Il parlera du FC Chambly. C'est bien le FC? Ouais, c'est le FC Chambly. C'est pas le stade chamblésien ou quelque chose comme ça. On en parle dans un instant. Il y aura bien sûr l'interro surprise et puis trêve de bavardage. C'est parti, c'est la classe foot. Salut tout le monde, c'est parti pour la classe foot. Ravi de vous retrouver en direct. Entrez, prenez place comme d'habitude au premier rang. Comme d'habitude, les élèves de la classe foot sont ici. Ils ont révisé leur matière préférée, à commencer par la perle d'LCI, celle qui parle à l'oreille de Marco Verratti, Nassim Adriouache. Ça va, Nas? Ça va très bien. T'es pas trop perturbé? Je suis contente d'avoir des super-héros autour de moi, mais c'est un peu l'angoisse. Et oui, on parle de cet homme en tant que prochain coach des Lakers. Le poste de Thomas Tuchel l'intéresse aussi. Alors il est en mode caché, en mode avion. C'est vrai que le poste des Lakers m'intéresse. Alors je suis habillé aujourd'hui comme ça car nous fêtons quelque chose d'extraordinaire ce soir. Un anniversaire qui rentrera dans les annales et donc on devait avoir des lunettes de merde liées à la vitesse. Donc voilà, en tout cas t'es très belle avec ce petit rose coquelicot là. Ça n'existe pas mais t'es vraiment très belle. Bravo. Il est lui aussi fidèle au poste, vous l'avez vu dans l'intro, même si la mort de Dick Rivers l'a. L'homme de la FFF, la voix du national, Emmanuel Moine. Ouais, je suis désolé, on a dû changer de coupe de cheveux parce que depuis la mort de Dick Rivers, on a retiré ma coupe de cheveux du marché. Donc voilà, hommage à Dick Rivers. Il brandit son mouchoir blanc à qui veut le voir depuis qu'il a appris qu'Eden Hazard n'était pas dans le 11 type de Première Ligue. Le boss de la rédaction d'Oh My Goal, Léo Messi a bien grandi. C'est notre ami Maxime Orbet. Hola, ¿qué tal? Hola, qu'est-ce que Bon, vous avez compris les amis, on est parti sur les chapeaux de roue, on vous suit dans les commentaires en direct sur le chat comme d'habitude. Ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct et puis ensuite aussi dans les commentaires sur YouTube, Facebook, les réseaux sociaux de la First Team et les nôtres. On discute ensemble pour le replay à 18h sur la chaîne YouTube et on démarre tout de suite sans plus tarder cette émission avec les news en une touche parce que le foot c'est un jeu qui se joue en une touche. En une touche, quelles news ont retenu l'attention des chroniqueurs cette semaine? On commence par le prénom et le nom de la semaine. C'est Stéphanie Frappart, la première arbitre centrale, femme à arbitrer en Ligue 1, tout simplement. Ce sera ce week-end à 15h dimanche à l'occasion d'Amiens-Strasbourg. Arbitre centrale, bien sûr. Elle va distribuer les biscottes jaunes, les biscottes rouges, on l'espère. Un avis là-dessus, vous trouvez que c'est enfin une bonne chose ou c'est un peu tard déjà en 2019? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Stéphanie Frappart, on la connaît bien parce qu'elle était en national. On a fait pas mal d'interviews avec elle à l'époque où elle était un peu moins connue. Nous, toi oui, enfin, quand je dis moi, ouais, voilà, la société pour laquelle je bosse. Ah. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été programmé, on va dire, pour être la pionnière. Depuis déjà quelques années, que ce soit en fait à la base elle a commencé sur le championnat féminin et la FFF a eu la bonne idée de la tester, on va dire, sur les championnats mineurs. Et ensuite, elle a été bien sûr promue en Ligue 2. Ce qui est assez intéressant, c'est que de son aveu propre à elle et de l'aveu aussi de beaucoup de joueurs, le rapport, on va dire, avec Stéphanie Frappart en tant que femme est véritablement différent. Il est beaucoup plus tempéré et c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que c'est pas quelqu'un de très impressionnant, Stéphanie Frappart, quand on la voit comme ça, mais c'est une nana qui a un charisme sur un terrain.
qui est assez incroyable. Et pour la petite histoire, elle fait partie d'une famille de 4 enfants. Et je crois que ses 3 frères étaient eux-mêmes arbitres au niveau Et toi, honnêtement, t'en penses quoi? Parce que là, je vois tout de suite dans les commentaires, il y a Congol et Iniesta, ils disent tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit elle est ultra naze et l'autre qui dit elle est top, elle est talentueuse. Elle paye le fait justement qu'elle a été promue par les instances. Elle a été vraiment poussée pour devenir cette première femme. Donc, À 35 ans. elle a 35 ans, en effet. C'est vraiment la pionnière. C'est-à-dire que je pense que sa carrière va vite s'arrêter, mais elle a ouvert la voie, on va dire, pour les autres. Après, je pense que ce qui peut lui être reproché, c'est une sorte de discrimination positive supposée, je dis bien, parce que c'est vrai qu'elle a été poussée au détriment d'autres arbitres qui étaient aussi très bons. Et peut-être que certains hommes peuvent lui reprocher ça, mais nous, on peut s'en féliciter aussi. Et à noter qu'elle fait partie des 40 meilleurs arbitres de Ligue 1, de France. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle. Et moi, j'ai l'impression que les mentalités évoluent dans le bon sens. Voilà, moi, je me dis que ce qui nous paraît, nous, assez incroyable aujourd'hui à voir, j'espère que pour nos enfants, nos futurs enfants, ce sera juste la normalité, en fait, de voir des femmes arbitrer en Ligue 1. Et donc voilà, je suis assez contente de l'avoir dimanche. Et étant donné que ça te concerne, tu penses qu'un Marco Verratti va peut-être être un peu plus respectueux et calme? C'est à voir, franchement, ça peut se voir. On va voir comment les joueurs vont réagir. Je vois que Manu l'a pas mal vu en national et il dit qu'il y a un rapport différent. C'est intéressant, je pense, de se pencher là-dessus et de voir comment les joueurs vont réagir. Est-ce qu'ils vont être quand même aussi virulents, à tous aller sur l'arbitre, ou est-ce que les mentalités vont aussi changer à ce niveau-là? Je pense que ça va être un véritable pas en avant qu'on fait. Max, ça a marché, Stéphanie Frappard sur Oh My Goal cette semaine? Ouais, ça a très bien marché. Les gens sont vraiment contents de se dire qu'il y a une femme qui va arriver. Et c'est vrai que si on ne s'intéresse pas au championnat inférieur à la Ligue 1, donc à la Ligue 2 ou au National, c'est vrai qu'on peut paraître très surpris de cette avancée, mais comme l'a dit Manu, c'est un truc qui est dans les bacs depuis pas mal de temps, et c'est très bien que ça arrive, notamment sur cette fin de championnat, pour, amorcer la saison suivante avec des femmes, et ça sera établi dès le début du championnat. Donc bonne chose, et quand on voit discrimination positive, ou des commentaires qui disent il faut qu'elle fasse le taf, certes, mais il faut aussi penser à la société et ce que ça représente, et c'est une très bonne chose que ça arrive enfin. Autre news de la semaine, il se passe quelque chose, je vous le dis, on est en direct les amis, il se passe quelque chose sur ce plateau. D'assez bizarre. Rentrez dans le champ, viens nous voir. Cher ami. Et si... C'est un peu flippant quand même ça. Mais si tu veux dire un mot, n'hésite pas, il y a mon micro. Merci pour ce témoignage. Merci Erwan. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait flipper. Merci beaucoup pour ce passage. C'est un peu surprenant, mais il fallait le faire. Je vous le dis, on n'était pas du tout au courant. Non, on était donc pas au courant. on savait C'est son émission, quoi. Bon, salut, hein. Merci monsieur. Merci monsieur. Faut y aller. En tout cas, il va mettre de l'anti-acné parce qu'il y a 3 boutons sur le front. Les amis, autre news de la semaine. On reprend l'actualité sportive et footballistique ensemble. Autre news de la semaine qui a retenu notre attention, c'est bien sûr, enfin, le sacre du PSG, 8e titre de champion. Alors, j'ai un mot pour vous, pour retrouver un peu de sérieux. Vous retenez quoi de ce titre? Est-ce que c'est gâché par la fin de saison ou est-ce que ça a été acquis finalement si brillamment qu'il faut retenir uniquement ça? Non, ça a été gâché. De toute manière, tu vois la réaction à la fois des joueurs, des gens qui suivent le foot, les gens qui aiment le PSG. Tu sens que personne n'a fait la fête. Tu sens qu'il n'y a pas une joie démesurée, alors qu'un titre de champion de France, c'est quand même quelque chose de très important dans l'histoire d'un club. C'est le 8e en plus pour le PSG. Donc tout le monde aurait espéré que, je sais pas, les gens aillent sur les champs, tu vois, je grossis le trait, mais qu'il y ait une vraie célébration. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? C'est que Thuram a montré une autre facette de lui lors de cette fin de saison, que Choupo-Moting va peut-être être envoyé en Turquie et en Chine. Bref, on retient tout sauf le fait que le PSG soit champion de France. Mais c'est aussi à cause de cette élimination en Ligue des Champions qui, j'ai l'impression, moi, est très mal passée et a vraiment du mal à passer cette année, en plus de l'élimination de la Coupe de la Ligue, etc. Donc j'ai l'impression que les Parisiens le savourent parce que forcément, un titre en plus, c'est dans le palmarès. Mais voilà, il y a cette amertume, il y a ce truc qui manque et Tuchel est venu pour ça et voilà, c'est décevant pour les supporters parisiens, je pense, même pour les autres d'ailleurs. Après, il ne faut pas oublier qu'un titre de champion, c'est sur une saison. Et même si les 3-4 derniers matchs ont été catastrophiques et on pourra reprocher tout le temps ça à Tourelle, la saison du PSG a été énorme. Et s'ils sont champions avec autant d'avance, on peut parler du faible niveau des suiveurs. Il faut surtout parler du niveau du PSG cette saison en Ligue 1 qui a été colossal. Et à la fin, on retiendra ça. Là, sur le court terme, Tu penses?
Bah, Je pense sur le- vraiment que dans 10 ans, tu vois, quand on repensera à cette saison, on se dira le PSG était magnifique, ils ont le record de victoires consécutives en début de saison et tout ça. Tu penses vraiment qu'on va retenir ça et pas la fin? Moi, ce que je retiens, c'est que quand Laurent Blanc bat le record de points, à ce moment-là, on en a marre du PSG. Les supporters du PSG disent oh, franchement, c'est un PSG qui est pas bandant, clairement, C'est vrai, qui est je pense, lent, etc. Sauf que quand tu vas regarder dans 10 ans, tu diras c'est le PSG qui a battu tous les records, tu vois, C'est aussi en le Ligue 1. PSG du 3-5-2 qui se fait sortir par City. Surtout aussi, ouais. Moi, c'est tout est Ouais, lié, mais là, on parle tout est en lié. Ligue 1, tu vois. Ouais, mais c'est pas indissociable. Tu sais que C'est la saison, la vie d'une saison d'un club, surtout comme le PSG qui a l'espoir d'aller au bout, tu peux pas dire ils sont très bons en Ligue 1, ils ont gagné les coupes, mais en Ligue des Champions ils se sont sortis honteusement. Tu vois, tout est lié. Et l'amertume, elle vient clairement de la Ligue des Champions, Clairement. de toute manière. Et on sait aussi que dans la vie d'une saison, comme tu dis, il y a les grandes soirées. Donc Tom, toi tu y étais. La fête du titre à partir de minuit dimanche dernier, c'était comment? Avec Paredes, Neymar. Ils ont fait exactement ce qu'ils font d'habitude, ils se bourrent la gueule. Donc, c'était une soirée normale. J'ai pas eu l'impression qu'ils avaient besoin d'un alibi pour les teaser, les mecs. Une pensée à Julian. Julian fait partie des locomotives de la night. On va pas- C'est la famille et tout, mais c'est un vrai gars de la net. Faut arrêter de croire que beaucoup supportent Paris, signale Purple Legends dans les commentaires. En effet, il y a des supporters de toutes les équipes et le football est un sport populaire qui est très suivi. Non mais ouais, non, on ne croit rien, on ne croit rien. Ne pensez pas que l'on croit ou ne croyez pas que l'on croit, bien sûr. Tout de suite, dans quelques minutes, il y aura la récréation, le grand débat de l'émission. Commencez à affûter vos arguments, les amis, pour savoir qui est selon vous le meilleur duo de défenseurs centraux de ces 20 dernières années, 21e siècle. Attends, je veux dire un truc là. Vas-y, fais-toi C'est la plaisir. fin des news. Jacques Henry. Ah ouais, parce que je voulais vous poser une question. On l'a vu un peu passer dans les commentaires et c'est vrai qu'on en a très peu discuté entre nous, mais j'aimerais avoir votre ressenti, votre avis sur les sorties de Jacques-Henri Hérault, président de l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Il a bien fait rire Michel Denisot sur Twitter, ça c'est déjà une réaction qui m'a beaucoup plu. Il est ridicule, notre ami Jacques Henry. Je te répète ce qu'il a dit, s'il te plaît, parce que pour les gens. Alors écoute, il a proposé, je crois, de doubler en fait la valeur d'un Comme but dans marqué FIFA, en dehors ouais. de la surface de réparation comme FIFA. Le tir à 4 points comme en NBA. Je pense qu'on ne partage pas la même vision du football avec Jacques-Henri Hérault. Non, mais c'est une crotte de nez en plus dans son palmarès qui commence à être bien fourni. On avait eu Ayam, on a vu le coup du pull aussi de Noël. Enfin, la tisane. Enfin, je sais pas. Tu sais, il faudrait faire un award. En fait, c'est quoi la meilleure sortie de Jacques-Henri Hérault? Ça fera un bon débat pour l'émission. Qu'est-ce que t'en dis, Max? Parce qu'on en a parlé un peu. Non, mais c'est catastrophique. Bon, déjà, il y a cette affaire de FIFA qui fait parler. Après, il a parlé de ses concurrents qui n'étaient pas simplement Lyon ou le PSG, mais qui étaient aussi Fortnite, FIFA. Donc, il n'a pas trop compris. Il est trop dans une logique marketing. Il a aussi parlé de Lyon, pas comme l'Olympique Lyonnais, mais comme le FC Lyon, apparemment. Donc, je sais pas quelle La est. logique de il n'y a qu'un seul Olympique et l'Olympique Je de suis même pas Marseille, sûr qu'il ait pense, fait hein. exprès. Je pense qu'il a été. Je sais pas. Tu penses que Je sais pas. tu penses que la provoque? Ouais, moi je pense que c'est de la provoque. Je pense que c'est par rapport à l'Olympique et la fameuse il n'y a qu'un seul Olympique. Enfin, je pense. C'est quand même un J'espère mec- que ce serait dans cette logique-là plutôt. C'est quand même un mec, il est tellement nul dans la com qu'à l'époque où il avait monté une chaîne de télé, ils avaient organisé, parce qu'à l'époque c'était à la mode, un lip-up. Et dans ce lip-up, le mec était aux chiottes en train de pisser. Et c'était le patron de cette boîte. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est quand même. Cette boîte qui avait des maillots du PSG partout. Exactement. Ouais, C'était dans cette boîte-là, hein, ouais, Bref. forcément. On Ça imagine fait un que peu les supporters désordre. marseillais sont ravis, Ouais. en tout cas. C'est que un Et, mec et en plus des échos qu'on a du côté des winners et de l'OM, en effet, ils mettent vraiment sur un siège très éjectable notre ami Hérault. Et donc c'est très bizarre comme communication pour un mec qui est dans une position très instable. On a fait le tour de ce coup de gueule anti-Hérault. Ouais, c'était pas un coup de gueule, c'est juste la réalité. C'est une réalité, ouais. Alors, oui, Je pense qu'on mais aura- quand on aime Marseille aussi, et quand on veut un grand Marseille en Ligue 1, ça peut être un coup de gueule parce que ça fait chier. Ça fait chier. Ramener Jean-Claude Dacier, du coup. Ouais, ramener Jean-Claude, tu sais, la famille. Dans quelques minutes, il y aura coupable, non coupable également avant la récréation consacrée à Cristiano Ronaldo et à la Juve. Vous verrez Nassima qui en parle. Mais d'abord, c'est l'instant Oh My Goal. Quel article, quelle vidéo, quel sujet cette semaine a fait le plus cliquer chez Oh My Goal, a été le plus partagé? C'est la bataille pour le trône en Première Ligue. Manchester City contre Liverpool, ça va se jouer dans les 3 dernières journées. La presse britannique annonce que c'est City et que c'est fait. Nous, on verra ce que tout le monde en pense. Mais d'abord, Max, je ne te donne pas tout de suite la parole car nous voyons ensemble le 11 de l'équipe type de Première Ligue. Et ce n'est pas toi qui l'as fait, ce 11 apparemment, Max. Car Eden Hazard n'y est pas. Et je sais que tu commences à être furax de cette situation où ton petit préféré, ton petit chouchou, n'a pas les louanges qu'il mérite. Car on voit que c'est une équipe profondément Manchester City, profondément Liverpool et un Paul Pogba perdu au milieu de tout ça. Ouais, tu dis que c'est pas moi qui l'ai faite. À mon avis, c'est pas non plus des gens qui connaissent le foot. Parce que Oh là 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 Ça tire à balles réelles. pour arriver
Eden Hazard, en fait, ce qui lui a été reproché pendant des années, c'est de manquer de statistiques. Là, il réussit à avoir des statistiques, plus que jamais, il a réussi à le faire en première ligue. Il a gagné déjà le titre de meilleur joueur avec des statistiques inférieures. Là, il est dans une équipe qui ne fonctionne que par lui. Il est énorme, il est meilleur passeur, il est dans les meilleurs buteurs du championnat, il est impliqué sur 30 buts directement. J'arrive pas à comprendre dans quel monde on arrive à ne pas mettre Eden Hazard. Alors certes, Sadio Mané, c'est voilà. extraordinaire. On aime beaucoup La ce qu'il fait avec Liverpool. Max, la concurrence. Non, Ils ont pas mis toi et moi sur les ailes, là. donc, Ils ont la pas fait concurrence, j'ai eu des débats qui étaient assez intéressants avec des mecs sur Twitter qui me disaient mais Sadio Mané il fait une saison extraordinaire, beaucoup mieux qu'Eden Hazard. Alors ni dans les statistiques, parce que Eden Hazard on peut regarder ce qu'on veut, mais les statistiques il les a, ni dans les performances, ni dans le talent. Alors à un moment donné on peut me trouver tous les arguments du monde, certes Liverpool fait une excellente saison, mais quand tu places 5 ou 6 joueurs de Liverpool et le reste de Manchester City, je trouve vraiment cette équipe type abusée et elle reflète pas ce qui se passe dans le championnat. Est-ce qu'il n'a pas été pénalisé par ses performances face au gros Eden Hazard? Tu peux le. Non, tu penses pas? Je pense pas. En fait, j'arrive pas à comprendre déjà à quel moment tu mets une shortlist de potentiels meilleurs joueurs et que ces meilleurs joueurs ne soient pas dans ton équipe type. Tu vois, je trouve que déjà il y a une incohérence qui est forte là-dedans. C'est pas le même vote, j'ai l'impression. Là, c'est les... Attends, ça, tu disais dans quel monde? C'est quand même les joueurs qui votent là. Là, c'est le 11 des joueurs C'est et à le la fin de la 11 des saison, il y a joueurs. le 11 des journalistes. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis que j'entends ce que tu dis parce que c'est la plus belle saison d'Eden Hazard d'un point de vue statistique en première ligue et quelque part c'est vrai que c'est frustrant de pas le voir. Après la bataille avec Mané on l'entend, mais peut-être que d'un point de vue journaliste où on s'intéresse énormément aux statistiques, pardon excusez-moi, peut-être qu'en effet toi en tant que journaliste ou moi en tant que journaliste je le mettrais. Est-ce que d'un point de vue ressenti sur un terrain, c'est-à-dire on connaît en plus le travail de Sadio Mané notamment lorsqu'il n'a pas le ballon, est-ce que d'un point de vue ressenti sur le terrain quand tu es joueur et que tu joues face à ces deux garçons-là, est-ce que tu ne retiens pas plus un Sadio Mané plutôt que c'est une vraie plutôt qu'un question Eden qu'on s'est Hazard. posée et pour le coup dans les réactions des gens sont totalement dans ce sens-là en disant mais Eden Hazard c'est potentiellement le meilleur joueur de première ligue et il a des statistiques énormes. Donc Alors, comment tu expliques les joueurs eux-mêmes? Là, je parle du CPR, là. je l'explique pas. Ah ouais, vais pas d'accord. En fait, le problème dans tout ça, c'est que finalement, au niveau de la compo, ils auraient dû mettre un 4-2-4, enlever Pogba, où tout le monde se pose la Fernandinho, question ouais. de la présence de Paul Pogba dans cette équipe puisque Manchester fait une saison cata. Ou un 4-4-2 avec deux ailiers. Voilà, voilà. 4-2-4, Ouais. et au Ouais, final, ouais. on inclut Hazard. Ce qui est reproché, c'est qu'il fait une saison en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est un peu dégueulasse et où enfin, tu vois. Il score beaucoup. Ouais. Ah non, attends, à l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, mais il est quand même. non, Pogba. non, Je parle de Pogba. Non, je parle de Pogba. Août, septembre, il est très fort. Oui, Pogba, au tout début, mais après il y a la brouille avec Mourinho, Oui, c'est c'est compliqué. ça. Il Mais un joue- mois et demi, c'est En plus, voilà, exactement. Il s'y Et rebondit. je pense que quand même une équipe type, ça doit à un moment donné récompenser la régularité aussi Ouais. sur une saison. Et peut-être que la place de Pogba, en effet, est la plus discutable, on va dire. Et avant de dans cet esprit-là. venir sur le duel, là, quelques minutes entre City et Liverpool, absolument, il y a aussi un autre grand absent selon moi, il s'appelle Mo Salah. Salah, c'était le meilleur joueur de Bah, c'est première ça, ligue. meilleur buteur de première ligue. Meilleur Du coup, c'était buteur. Tu veux un 4-1-5, toi, carrément. Non, là, Mo Salah, je peux l'entendre par rapport à un Sterling ou un Agüero qui fait une saison incroyable. Mais pour moi, il y a aussi, pas polémique, mais il y a débat là-dessus. Tu sors Sterling, ça veut dire ça, c'est très compliqué, Non, quoi. moi, C'est je sortirais Agüero honnêtement. Agüero, il est extraordinaire non, cette saison. mais C'est c'est le meilleur neuf du monde. Et c'est le seul le neuf meilleur de neuf du l'équipe, monde. là. C'est le seul Pas neuf le de meilleur l'équipe. neuf du monde. Bon, en tout cas, il est incroyable cette saison. Il Agüero. est incroyable, il est très fort, mais entre Salah, Hazard et Sterling, je pense qu'il est un peu en dessous sur la saison, comment il a porté son équipe. Après, il y a une réalité, on en parlera dans 30 secondes par rapport au truc. Ils ont privilégié deux équipes qui ne perdent absolument jamais. Bon, alors City a perdu 4 matchs et Liverpool, Cinq, un seul six, match. cinq, Chelsea, Liverpool. 4e. Magnifique. Et- Aïe. Magnifique. Alors, on peut voir justement le classement Et- de la première ligue. Mais c'est juste pour finir, c'est en ça que je te dis que peut-être, vu que c'est un vote des joueurs, c'est la sensation laissée sur un match, c'est-à-dire que tu as deux rouleaux Ouais. compresseurs, à la différence de Chelsea qui a un peu plus de difficultés en championnat, et peut-être que qu'un Sadio Mané a laissé une plus grosse impression de par la prestation de son Absolument. équipe à ses adversaires. On voit l'écart de points, 21 points d'écart entre Liverpool et City. beaucoup, Donc il reste 3 journées. 3 journées et ça démarre ce soir avec Liverpool-Huddersfield. Huddersfield dernier du championnat. Et donc il se dépasse du côté d'Anfield. Alors, est-ce que vous voyez encore un match ou est-ce que, comme la presse anglaise, vous vous dites que City, ça y est, a plié en gagnant mercredi face à Manchester United dans le derby? Est-ce qu'ils ont plié la Première Ligue avec ce point d'avance finalement, mais à 3 journées de la fin et encore 9 points à donner chacun, avec cette fameuse réception du dernier ce soir, on peut parier que Liverpool va l'emporter. Déplacement difficile à Burnley pour City et à Brighton pour finir. Comment vous voyez les choses? Moi, je vois mal City laisser des points. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur la logique du champion, mais je les vois remporter leurs 3 derniers matchs. Ils sont sur 11 victoires consécutives. Pep Guardiola est dans cette logique-là aussi de les emmener. Voilà, ils ont été éliminés en Ligue des Champions, donc de les emmener vers le titre. Il leur reste 3 journées.
Je les vois mal se louper face à Manchester United. Ils ont été là où il fallait qu'ils soient. Donc non, moi je les vois mal laisser le titre leur passer sous le nez là maintenant. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'ils sont sur combien de victoires 11 victoires d'affilée. Moi, je crois vraiment en la loi des séries. Et 11 victoires d'affilée, c'est quelque chose vraiment d'anormal, tu vois. Et c'est fait pour s'arrêter à un moment Comme donné. Monaco ou Bordeaux en 2009, par exemple, qui ont enchaîné. Alors, j'espère pour City que ça ne s'arrêtera pas maintenant, 2009. mais en tout cas, ça peut s'arrêter. Et s'il y a bien une série qui a continué, c'est celle de Liverpool, parce qu'ils ont eu des contre-performances dans les 15-20 derniers matchs, plus de contre-performances que City, et je pense qu'ils peuvent le faire. Et aussi surfer sur l'élan de la Ligue des Champions, où City a été éliminé après avoir fait un gros match, ça va les affaiblir forcément mentalement, et derrière Liverpool qui va être porté par son élan, par son dynamisme. Je pense que Liverpool peut le faire. Ouais, moi, je pense pas qu'ils vont être affaiblis. Je pense que justement, ils sont dans une logique où là, il y a une vraie bataille entre le premier et le deuxième. Dans les têtes, ça te galvanise. De toute façon, il faut que tu remportes tes 3 derniers matchs. Donc, je pense que ça va au-delà de l'élimination en Ligue des Champions. Moi, je crois beaucoup en Liverpool. C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystique, de peu palpable dans cette équipe. Klopp est magnifique. C'est une course effrénée de toute manière. Ma sensation, c'est que Liverpool va gagner ces 3 matchs. Ma sensation, c'est que City va gagner ces 3 matchs. Voilà. Bah oui. Tu vois, il est là le Clairement, truc, c'est que on peut parler de Leicester, de machin, de trucs. Ils sont au-dessus normalement ces 3 victoires. C'est vrai qu'il y a cet objectif Ligue des Champions qui peut peut-être soit te galvaniser, soit tu vas y laisser des plumes. Tu vois, t'es pas complètement concentré sur le championnat. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte, mais mine de rien, c'est 2 magnifiques équipes qui vont gagner leurs 3 matchs. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que City, pour moi, le calendrier est un petit peu plus favorable à Liverpool parce que City se déplace, je crois, 2 fois et que City, il me semble qu'un déplacement sur 3, c'est soit un nul, soit une défaite. Donc, comme disait Max, la théorie de l'accident, elle est encore possible, surtout qu'à la dernière journée, tu vas aller jouer Brighton. Alors, c'est pas, j'imagine pas City aller perdre à Brighton, mais quelque part, Brighton devrait jouer sa survie à ce moment-là. Leicester, c'est une équipe difficile à manœuvrer, même s'ils vont les jouer à domicile. Donc, il peut arriver plein de choses. Par contre, City a un avantage clair et net, c'est, et là, je vais citer 2 fois Roland Courbis dans cette émission, et là, c'est la première, c'est que Manchester City a un goal average favorable et quelque part, je crois plus 8 ou plus 7. Exactement, et ça te donne virtuellement, comme dit Par Roland rapport Courbis, à Liverpool. comme le dit Roland Courbis, ça te donne symboliquement 1 point en plus. C'est-à-dire que, puisqu'il y a 1 point d'écart entre ces 2 équipes, en cas d'égalité, ce goal average qui leur est favorable peut leur offrir aussi également. C'est-à-dire et ça, c'est un avantage très important. Voilà, comme il y a un point d'écart, à mon avis, on le sentira pas. C'est-à-dire que s'il y a une contre-performance de l'un ou de l'autre, il y aura forcément 2 points d'écart. Ouais, c'est À vrai. voir. Oui, ça peut Minimum. arriver. En fonction des scénarios. Et est-ce que cette finale qui est incroyable, ce sprint final qui pourrait faire de Pour le calcul, Liverpool... quand même, Manu, hein. La seule manière pour qu'ils arrivent tous les 2 à égalité, c'est qu'il y a une équipe qui fasse 3 matchs nuls et l'autre qui en gagne un. C'est Ça possible. paraît peu. Tout est possible. Courbis l'a dit. Courbis l'a dit. Courbis l'a dit, les gars. Et juste repenser une chose dans ce duel. Mais c'était juste pour citer Roland Courbis, hein, c'était pas du tout une analyse. Camoulox, Et évidemment. repensez bien une chose, les amis, pendant la période des fêtes de Noël, il y a eu un City-Liverpool où Liverpool avait l'occasion de mettre City à 10 points, justement la première place, et un match assez bizarre où Liverpool avait été excellent et n'avait pas été récompensé. Et ce match-là, c'était soldé par un 2-1. Il est peut-être là en définitive, on le verra à la fin de la saison, mais il est peut-être là le tournant pour Et Liverpool. si ça reste comme ça, Liverpool 2e avec une seule défaite dans la saison, ça veut dire que 97 points, c'est il pourrait. le L Un de la dauphin à loose, 97. c'est une loose internationale ou c'est magique? Je pense que l'année prochaine, il faut recruter non pas un joueur, non pas un entraîneur, mais un marabout. Un Je pense gourou, qu'il faut partir là-dessus. Clairement. Faut partir là-dessus parce que quand tu regardes, rappelle-toi de la glissade de Steven Gerrard, je crois qu'en 2008 aussi également, ils ont 2 défaites dans la saison, mais tu as une mauvaise série de matchs nuls qui offre le sacre à Manchester. Là, est 2e à 97 points. Comme tu dis, on est dans le mystique là, très clairement avec Liverpool. Il faudrait faire un jour une émission sur les clubs maudits parce que Liverpool, je pense, peut arriver en tête du hit parade. Bon, mouillez-vous, un dernier tour de table, vous aussi, dans les commentaires sur le futur champion en Première Ligue. Vous n'allez pas, je ne veux pas vous demander de mettre de l'argent, vous allez tout mettre sur City, mais comme ça, là, au sentiment, là, au feeling, à l'intuition, vous êtes sur qui? Moi, je reste sur City parce que, comme je vous ai dit, pour moi, Guardiola laissera pas le titre lui échapper, quoi. Mais il ne voulait pas laisser la Ligue des Champions lui échapper non plus. Oui, mais là, il leur reste 3 matchs, Thibaut. 3 matchs dans ta vie. Il n'y a C'est pas quoi? de Tottenham en 3 face. matchs. Hein. Il n'y a pas de Tottenham en Moi face. je dis Liverpool, genre, soyons fous, qu'ils aillent faire un doublé extraordinaire pour conjurer le sort dont Ce serait Manu fou, parle, franchement, que Steven ce serait Gerrard vienne sur la place de la République de Liverpool, je sais pas si c'est existe, mais il y a toujours une place où tu peux te confier la victoire, comme à Bruxelles, là, ils sont tiens, il y a toujours une place où tu peux faire des 24 titres. pièces, un truc comme ça. Ouais, exactement. Bon. Et aller faire un grand doublé, que Mohamed Salah soit le meilleur joueur de tous les temps. Vas-y, fais-moi kiffer là. Vas-y. Putain. Écoute, avant le début du débat, j'avais envie de dire City, et en fait,
tu m'as convaincu sur une chose, c'est que cette saison en Angleterre est tellement historique que quelque part le côté mystique de Liverpool pourrait nous offrir, quoi qu'il arrive, cette saison à se finir sur un coup de Trafalgar incroyable. Ouais. Il y aura une fin qui sera forcément incroyable. Et j'ai envie de manière romantique de croire à Liverpool. Merci, Avec Roland. une série Netflix du coup l'année prochaine sur la saison. Hein, comme ça. Merci Roland. Ouais, de ouf. Bon, Liverpool. Liverpool. Tu penses vraiment Allez, la grosse T'en cote. passes pas un mot, t'as La grosse cote. Tu sais que il y a 6 mois, j'ai dit si City bat Liverpool, ils seront champions. Ouais, Roland Courbis aussi l'avait dit. Ça, c'est génial pour les best-of de fin d'année. Quand on fera le récap de l'année, on pourra mettre tout et son contraire. Dans quelques minutes, la récréation, puis Manu, tu descends. On parlera de Chambly, on parlera des meilleurs défenseurs centraux de ces 20 dernières années. Et puis, en attendant, Nassima s'est changé, elle a mis sa robe d'avocate et c'est parti pour un Juventus, Cristiano Ronaldo, coupable, non coupable. Guilty. Not guilty. Alors, qu'as-tu à nous dire cette semaine, Nassima, au sujet de Cristiano Ronaldo, coupable ou non coupable de la saison européenne de la Juve? Eh bien écoutez, cette semaine, on ouvre ensemble, comme tu l'as dit, le procès de Cristiano Ronaldo suite à une plainte déposée de l'ancien champion du monde italien Marco Tardelli, survenu en ce début de semaine. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, laissez-moi un peu vous parler des faits. L'ancien milieu défensif de 64 ans et surtout ancien de la maison avec pas moins de 354 matchs sous le maillot de la Juve, a déclaré au micro de la RAI, lorsqu'il s'agissait d'évoquer un peu la saison des Bianconeri, je cite, « Certains joueurs donnent moins avec Cristiano Ronaldo, ils souffrent avec lui ». Cette interview nous a donc alertés et on s'est posé la question ici, dans notre petit mais juste tribunal de la classe foot, à savoir, est-ce que Cristiano Ronaldo serait coupable ou non coupable de la saison décevante de la Juventus? J'appelle à la barre mon premier avocat, l'avocat de la défense, maître Mathieu, on vous écoute. Pour moi, CR7 n'est pas coupable de la saison décevante de la Juventus, car le foot, comme d'autres sports, se joue en équipe. On gagne en équipe, on perd en équipe. C'est pas parce que la Juve vient de recruter le meilleur joueur du monde qu'ils allaient tout soulever en Europe. Il faut quand même pas oublier que la Juve, avec Ronaldo, c'est 27 matchs et 19 buts. Voilà, ça va venir, un projet, ça s'inscrit dans la durée. La Juve va remporter la Ligue des Champions un jour avec Ronaldo, ça c'est sûr, faut pas s'en faire. Mais Ronaldo n'est pas le seul responsable de la saison décevante de la Juve, ça c'est sûr. Ah bon? Alors justement, maître Mathieu, vous me parlez des stats. Et Cristiano Ronaldo, cette saison, toute compétition confondue, c'est 39 matchs et 26 buts, 13 passes décisives. Tout ça paraît impressionnant, mais pas suffisant pour Marco Tardelli, qui parle d'impact négatif au sein du groupe. La parole est à l'avocat des parties civiles. Maître Enzo, on vous écoute. Cristiano Ronaldo, pour moi, est responsable de la saison décevante de la Juve, car la Juve n'est pas en demi-finale de Ligue des Champions. Malgré qu'il les ait qualifiés contre l'Atlético, qu'il ait marqué à l'aller et au retour contre l'Ajax, ils sont éliminés en quart de finale. La Juve est éliminée de la Coupe d'Italie. Donc la Juve cette année ne gagnera seulement que le championnat, chose qu'ils gagnent depuis des années. Ils n'ont pas besoin de Cristiano Ronaldo pour gagner le championnat. Le fait que Cristiano Ronaldo soit arrivé bride la créativité de certains joueurs. Le premier, Paulo Dybala, qu'on retrouve largement plus bas sur le terrain. Donc déjà que la saison de la Juve est décevante, celle de Cristiano Ronaldo aussi. Donc en additionnant les deux, oui, il est responsable de la saison décevante de la Juventus. Il est dépité, le gars. Oui, je pense qu'il doit pas mal aimer Cristiano Ronaldo. À noter, maître, que Cristiano Ronaldo, justement, n'est pas meilleur buteur du championnat avec ses 19 réalisations en Serie A, devancé par Fabio Quagliarella, l'attaquant de Gênes, avec 22 buts. Alors, messieurs, avant de rendre mon verdict, selon vous, Cristiano Ronaldo est-il coupable ou non coupable de la saison décevante de la Juve? T'as raison de poser la question parce qu'elle a été soulevée dans les médias, mais les gens qui ont soulevé cette affirmation dans les médias, pour moi, se trompent. C'est que l'erreur, c'est de penser qu'avec CR7, tu vas gagner la Ligue des Champions. L'erreur, c'est de penser que si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est de la faute de CR7. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'individualisation, on va dire, du football. Et c'est marrant parce que c'est antinomique avec les valeurs pures de la Juventus. Moi, je ne comprendrai jamais qu'on vienne me dire que des joueurs hyper talentueux, par la seule présence d'un mec aussi fort en plus que Cristiano Ronaldo soit bridé. Au bout d'un moment, Dybala, machin, c'est pas la première saison qu'Attaque il nous fait. Ce sont des joueurs de grand talent. Les joueurs de grand talent doivent pouvoir s'exprimer sur le terrain de la meilleure manière possible. On peut peut-être regarder du côté du coach Allegri qui a peut-être fait son temps, procès, qui a très peu d'idées et tout ça. Il est J'ai même du mal peut-être pas dans les bonnes conditions, mais on peut considérer aussi qu'il y a des joueurs qui sont pas compatibles l'un pas envers les autres. compatible techniquement et tout. Même s'ils sont mais si deux t'es un grands super joueur, au bout d'un moment, c'est le moment de le prouver. Modric, j'ai pas eu l'impression qu'il était bridé par Ronaldo. Benzema non plus. Zlatan, super joueur, a jamais pu jouer avec Messi.
Oui, Oui, d'accord, mais là, tu me parles t'as d'un certains hyper profils. spécifique. Ouais, ouais. C'est des Et un profils, style ouais. de jeu d'équipe. en plus. Dybala et Ronaldo, pour moi, c'est En fait, incompatible. Dybala a fait une saison dégueulasse et c'est pas non plus que de la faute de Cristiano Ronaldo. Au début, c'était une excuse et Ouais. ensuite, on a vu, notamment en Ligue des Champions, qu'il avait l'axe pour lui tout seul lors du match retour. On l'a pas vu du match. Ah, par Dybala, contre, il est Dybala, dès qu'il incompatible est avec tout le un fort monde. joueur, voilà, c'est ça. Dès C'est- qu'il est fort avec un fort joueur, il peut plus jouer, le gars. Exactement. Non, pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est d'un côté, tu vois, quand tu prends le match retour face à l'Atlético, on va dire, c'est le mec qui va porter, qui va faire réussir une saison de ouf à la Juve. Ça passe pas, c'est de sa faute. Donc, à un moment, il y a vraiment une incohérence totale dans ce que pensent les gens. Il faut accepter que Cristiano Ronaldo, pendant toute sa carrière, que ça soit United ou au Real, même avec le Portugal, il a porté les autres joueurs avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui va vers l'avant, qui gagne des trophées en allant vers l'avant. Donc, quand on gagne pas des trophées, faut pas le porter coupable de pas gagner les trophées. Et en- Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, non Moi, coupable. Si, ouais. Et en plus, faut pas avoir la mémoire courte parce que Ronaldo, il emmène jusqu'en quart de finale la Juve. Et derrière, il y a un des tauliers de la Juve, pas Mandzukic, mais il était absent aussi, mais Chiellini qui est pas là sur les 2 matchs contre l'Ajax. Et ça change tout dans une équipe quand t'as ton taulier qui est pas là défensivement. Ronaldo, il a beau tout faire, si t'as plus l'équilibre qu'il faut. Et toute bonne équipe qu'elle est, comme la Juve, eh ben, il y a un problème d'équilibre et un problème d'équipe. Donc ils avaient l'équipe pour être champion d'Europe. Maintenant, Ronaldo, Et qu'une seule champion d'Europe par an. voilà, Ouais, voilà, c'est ça aussi. hein. pas que Ronaldo. Eh bien, messieurs, sachez que ce jugement a été très compliqué. Il nous a été assez difficile de juger le degré d'implication de Cristiano Ronaldo, même si évidemment il en a un, comme les 10 autres joueurs. Mais un 8e Scudetto d'affilée, une présence dans le jeu qui malgré tout a fait la différence et qui a fait respirer la Juventus cette année, nous laisse entendre la non-culpabilité de Cristiano Ronaldo. Le football est un sport qui se joue certes en une touche, comme nous le dit notre ami Thibaut, mais c'est surtout un sport collectif. Alors même si nous sommes déçus par la saison des Bianconelli, tout remettre sur les épaules d'un seul joueur, tout Cristiano Ronaldo qu'il est, nous pose un véritable problème d'éthique au tribunal de la classe foot. L'audience est donc levée, l'accusé est relaxé. Merci Nassima. Et je vais répondre à un commentaire à S1 New York City qui me dit Thibaut, Ronaldo et Dybala s'entendent très bien, tu dis n'importe quoi, ils sont compatibles. Eh ben, mon ami, prouve-le-moi sur le terrain qu'ils sont compatibles, puisqu'ils ne mettent pas un pied devant l'autre quand ils sont ensemble. Enfin, en tout cas, c'est le cas de Dybala. Et ils s'entendent très bien. Bah, c'est toi qui le dis, moi je te dis le contraire. Donc voilà, on peut faire un autre. On peut faire un octogone, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour moi, dans le jeu, ils nous montrent toutes les semaines qu'ils sont incompatibles. Merci Nassima. Dans quelques minutes, il y aura un autre énervé qui va prendre la parole, Manu, pour un Manu Tu Descends spécial montée de Chambly. Donc là, normalement, il ne devrait pas tirer à boulet rouge, il devrait être heureux. Et dans quelques secondes également, il y a d'autres commentaires ? Le problème, Arrêtez c'est de Dybala, vous batter. arrêtez de vous battre. Ouais, il a bien Alors, il y fait. a un truc, je le dirais vraiment en 30 secondes, c'est Cynic qui dit, qui dit Thomas, je compare Cristiano Ronaldo avec LeBron James. Cette saison, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire un très 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 fort joueur dans un collectif pauvre, avec des bons joueurs autour, avec un coach sans idée, et finalement, pas de qualification en playoff pour les Lakers. Il y a un peu de ça. Alors, bon. il y a- Jamais de la vie. Ah, Le moi, niveau, je suis le d'accord. niveau des Lakers autour Non, mais et le niveau des J'entends, mais coéquipiers il y qu'il a à la talent. Juve. Oui, non, mais j'entends, mais je veux dire, il y a plein de raisons sur le fait qu'à la fin, il y a un énorme échec cuisant Ah oui, oui, collectif. d'accord, Par rapport à mais- ça. Et mais, une individualité le énorme qui niveau vient d'arriver. Ça c'est sûr, Voilà. ça c'est sûr, il y a une énorme individualité. Oui, il y a Après, pas de le Dybala, niveau tu veux global dire, des chez les Lakers Lakers. et le niveau global de la Juve, Moi, ça, c'est compliqué. discutant. Qui est Matuidi chez les Lakers? Toi, ça, c'est une vraie question. Qui est tu dis. Et peut-être que Luke Walton n'a pas le niveau d'Allegri quand même, un peu de respect. Oui, oui, clairement. Pas Bon, sûr. je Mais vais y aller, les amis. Tout de suite, c'est parti pour la récréation, le grand débat de l'émission. On va arrêter de parler des attaquants puisqu'on se chamaille. On va plutôt parler des défenseurs et on va se chamailler. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. On aime le foot dans la classe foot, on aime le foot chez la First Team, alors on va faire honneur aux défenseurs cette semaine et ça nous fait très plaisir d'en parler parce que Virgil van Dijk, le néerlandais supersonique de Liverpool, a été élu meilleur joueur de Première Ligue et ça c'est top. C'est encore plus fou que N'Golo Kanté, encore mieux que David Ginola il y a 20 ans, élu meilleur joueur de Première Ligue. Alors justement, un mot sur ce sacre déjà les amis, sur ce joueur si fort, si cher mais si fort. Avant de parler des meilleurs duos de défenseurs centraux du 21e siècle, c'est notre grand débat de la semaine. Virgil van Dijk. 0 fois passé sur un dribble, je ne sais pas si on se rend compte de Ouais, la folie du clairement. truc, vraiment de la Quand folie tu de joues la 60 matchs dans la saison. Non, on parlait tout à l'heure de la réussite de Liverpool et de comment ils arrivaient à s'en sortir. On arrive souvent à parler de Liverpool grâce à son trident offensif, mais ce que fait Van Dijk depuis son arrivée chez les Reds, c'est incroyable d'un point de vue leadership, d'un point de vue performance. Il a stabilisé une défense qui, on le rappelle, était composée de Lovren et de Matip, qui jusque-là n'était pas incroyable.
Il a deux mecs sur les ailes qui sont Alexander-Arnold et Robertson de l'autre côté. Et les deux fonctionnent très bien. Ils arrivent, ils sont jeunes parce qu'ils sont bien encadrés par un Van Dijk qui défensivement est énorme et aussi offensivement incroyable. Il fait des passes décisives de ouf avec des ouvertures incroyables et il met des buts cruciaux. Bref, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur défenseur du monde et on est très content de le voir meilleur joueur de Première Ligue. Depuis quand on n'a pas vu un joueur aussi fort? C'est ce que j'allais dire. Ça C'est fait une vraie une question, hein. éternité qu'on n'a pas vu un défenseur aussi fort. Je sais pas. On l'a vu, peut se tromper. de Thiago Silva. Ouais. Non mais il y en a. Ouais, Mais c'est vrai. Lui, il a un truc, Non, lui, en fait, il a tout. Il a tout. Il a une bonne relance. Il est fort dans les duels. Il a un timing de la tête assez impressionnant. Il a le vice aussi, parce qu'on l'a vu cette saison avoir un vice incroyable. Je lui vois zéro défaut. Pour moi, c'est impossible que ce mec-là ne rentre pas dans l'histoire du football. Et je vais même aller plus loin. Quand tu penses que en sélection, il est associé à un certain De Ligt, tu te dis que côté hollandais, je pense qu'il y a des très très beaux jours qui les attendent. Non, il est juste incroyable. Et c'est très beau que dans un aussi beau championnat qu'est la Première Ligue, eh bien on fasse gagner un défenseur. Là où il m'a le plus impressionné, pas le plus, mais ça a démarré là en début de saison, c'était le Liverpool PSG, où il a mis dans sa poche Mbappé qui pensait l'avoir comme un enfant. Et là, je me suis dit, quand même, pour être si grand, si rapide, si puissant, si intelligent, il faut vraiment être quelqu'un. Alors justement, aussi a fait ça avec Mbappé. Oui, c'est vrai, il avait bien éteint. C'est beaucoup, hein. Finalement, c'est assez bizarre alors. Bon, c'est pas si fort que ça. Quel est le meilleur duo de défenseurs centraux du 21e siècle? Prenez depuis le début des années 2000 et on en parle ensemble justement. Qui est selon vous le meilleur duo en club? Parce qu'en sélection, c'est un peu différent. Ils ont moins de relations, ils ont moins d'entraînement dans les pattes. Alors on a choisi en club, chacun, de défendre notre meilleur duo de défenseurs de l'histoire, non pas du foot, mais du 21e siècle, je vous le redis, parce que je sais que vous allez partir sur les sélections nationales et sur les Costa Curta Baresi des années 90. Donc non. Alors, déjà, est-ce que vous avez des références là autour de la table ou tout de suite vous partez sur un duo qui vous a plus marqué qu'un autre? Moi, je vois dans les commentaires revenir un duo qui est véritablement peut-être aujourd'hui le meilleur duo du monde. C'est Varane Ramos, parce qu'ils ont prouvé ces dernières années qu'ils étaient au top. On a décidé de ne pas en parler ensuite, mais c'est vrai que Varane Ramos, c'est du top niveau, c'est 3 Ligues des Champions, c'est vraiment une complémentarité sur le jeu. D'un côté, un guerrier, d'un autre, un mec techniquement ultra fort qui sait lire le jeu. Donc vraiment, j'aime bien ce duo-là et c'est peut-être dommage qu'on n'en parle pas, mais on en parlera. On en parle là du coup. Justement, tu vois, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je vais rebondir. C'est la place, tu sais qui veut ça. Tu mets ton cerveau à côté. Oh non, Non, je rigole. Erwan, il a un bricolex où déjà il est en tension. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, en parlant de Ramos, moi, le duo qui m'a le plus impressionné au Real Madrid notamment, c'est plutôt le duo Ramos-Pep, parce que pour moi, c'est un peu les fondations de ce que Ramos-Varane poursuivent ensemble. Pour moi, le duo est assez impressionnant. On voit les stats. Là, pour moi, on parle de complémentarité. Quand on parle de ce poste-là, défenseur central, j'ai une famille. Moi, j'ai mon frère qui joue au poste de défenseur central, ma petite sœur qui joue au poste de défenseur central. Oui, mais pas au Real. Donc, non, pas au Real, malheureusement. Mais il y a une véritable culture à ce poste-là, chez moi notamment. Et quand on veut apprendre à ce poste-là, quand on veut apprendre à être agressif, déjà rien que le nom Pep Ramos, déjà t'as peur d'y aller. Donc déjà même ce côté effrayant de la charnière centrale donne un véritable plus. Il y a une complémentarité, les deux profils sont assez similaires, ils sont agressifs, ils ont une intelligence de jeu. Pour moi, Ramos, déjà, j'en ai déjà parlé dans cette émission, fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Pour moi, ça a été de l'histoire. Ça a été, c'est un. Alors, on a beau dire. Il est détesté dans les commentaires. Mais je sais, et à chaque fois que j'en parle, on me défonce en me disant que c'est pas, que c'est un escroc, qu'il est horrible, etc. Mais c'est les joueurs que typiquement tu adores avoir dans ton équipe. Et cette charnière Pep Ramos, elle a été pour moi incroyable. C'est le Real des 100 points en 2012. C'est le Real de 2013-2014 avec la BBC devant en attaque. Enfin, offensivement et défensivement, le Real, pour moi, cette année-là. Et puis Varane qui peinera petit à petit à prendre sa place. Parce qu'au final, Raphaël Varane, qui arrivait de Lens, aurait pu penser prendre sa place plus rapidement. Et bon, il y a eu des blessures et tout, mais ça a été un peu long, même si cette défense dont tu parlais, Varane-Ramos, a ensuite fait ses preuves. Quand tu dis que le nom fait peur, c'est aussi que ces deux-là, d'un point de vue caractère, ils arrivaient à impulser quelque chose à l'équipe qui a mené vers les victoires. Et Varane n'a pas eu ça dès le début. Mais d'un point de vue semelle dans la gueule aussi. Hein. Pep, là, on s'en souviendra quand même pour l'un des coups les plus
honteux, méchant, cata qu'on n'ait jamais vu. Hein. D'ailleurs, il a été suspendu des semaines. Hein. C'est ça, Pépé, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je sais pas si on dit Pep ou Pépé, peu importe, j'aime bien dire Pépé pour d'autres raisons, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un défenseur qui, dans la technique ou je dirais dans le talent pur, était énorme ou au-dessus des autres. Par contre, dans l'investissement qu'il mettait sur le terrain et ce qu'il arrivait à apporter à une équipe, il est rentré dans les duos iconiques et vraiment respect à ce Pépé, même ce qu'il fait à Porto, c'est énorme encore. À Monaco, il aurait fait du bien s'il était venu. Clairement. Ils ont pris Naldo, 3 cartons rouges jour de match. On l'a jamais revu, hein, trop. Moi, j'ai un autre duo qui me vient toujours. J'aurais adoré parler de Terry Carvalho, première époque de Mourinho, où c'est le duo, enfin l'équipe qui encaisse le moins de buts sur une saison de première ligue. Ils avaient encaissé 15 buts sur 38 matchs, c'est extraordinaire. Je vais en prendre un autre parce que leur palmarès c'est extraordinaire. C'est évidemment Rio Ferdinand et Vidic. Il y a plein de trucs à dire sur ces deux mecs-là. D'abord, c'est deux physiques un peu hors normes, très grands, très bons de la tête, très bons dans l'anticipation. Et d'un côté, Vidic qui est quand même la force pure, au contact incroyable. Et Rio Ferdinand qui, lui aussi, a ce côté-là, mais qui allie aussi une technique magnifique. Même Ferguson, par moment, leur a fait jouer milieu de terrain. C'est quand même totalement impensable sur le principe. Et puis quand on voit ce palmarès, 5 fois champion d'Angleterre, champion d'Europe avec Cristiano Ronaldo en 2008 notamment. Et leur fait d'armes aussi, c'est d'avoir pris une tête de Lionel Messi en finale, alors qu'il est entre les deux, et ça restera quand même une énigme de l'histoire du foot. Mais ces deux-là, tu les prends et tu vas à la guerre directe. Pour moi, c'est vraiment le meilleur duo qu'on ait vu dans les années 2000. Moi, il y a un truc qui m'a marqué avec ce duo, c'est qu'ils ont réussi à vraiment mettre le vice dans le jeu de Manchester. Vraiment, j'ai l'image de certains matchs où Manchester est en dedans. Et les deux décident vraiment de rentrer dans le vif. Absolument. Il y a eu un 8e de finale entre Lille et Manchester à l'époque à Bollard. On parle souvent du coup franc de Giggs comme le moment un peu injuste du match. Il y a un autre moment qui est arrivé où Odemwingie marque un but de la tête. Oh Peter, la famille. Et il touche un petit peu Vidic. Et Vidic qui est une carrure mais qui sait dès le départ qu'il va être battu. Et il tombe. Et instantanément Ferdinand... Il sait qu'il va pas y avoir but et il fonce sur l'arbitre. Et là, vraiment, c'était devant le COP. Tout le monde était médusé par l'intelligence et le vice de ces joueurs. Et on s'est dit, c'est pas que des grands défenseurs, c'est aussi des grands fils. Mais de péripapéticienne. Il y a un autre truc que j'adore dans ces deux-là, c'est qu'ils sont potes. Ouais, exactement. Il y a un truc, tu vois, c'est Ferdinand, Vidic qui en a parlé, donc après sa retraite, il disait que lorsque il y avait, qu'il était dans l'entraînement, qu'il y avait des regroupements, ils étaient tout le temps en train de discuter, en train de se chamailler, parce qu'ils s'adoraient véritablement, et on n'arrêtait pas de leur dire, hey, shut up les deux, là, vous n'arrêtez pas de parler comme des collégiens. Et c'est vrai que ce type de relation entre les joueurs, c'est ce qu'on aime aussi. Clairement. On parle de romantisme de football, c'est ça. Je pense, parce que vraiment, en termes dans la charnière centrale, tu as besoin d'avoir cet automatisme-là en un seul regard, en fait. Et je pense que Vidic Ferdinand, pour le coup, il y avait cette alchimie et il y avait cette relation assez forte qui, du coup, leur a permis d'avoir le palmarès qu'ils ont eu ensemble. Ils ont aussi permis à Patrice Evra de pouvoir être un contre-attaquant incroyable, parce que derrière, tu sais que c'est sécure. Et puis c'est vrai que c'est un duo en plus qui a fait ses preuves de longues années ensemble. Absolument. Parce qu'il y a eu pas mal de commentaires. Ah non, mais moi c'est Cannavaro et Ramos, parce qu'on parlait de la défense du Real. Ramos, c'était les débuts de Ramos. Et donc si on prend ensuite. La fin de Cannavaro, surtout, hein. Et la fin de Cannavaro. Triste fin d'ailleurs. On parle de son ballon d'or, mais c'est vrai que nous, on a préféré prendre des charnières qui ont fonctionné ensemble et qu'on met en avant. Parce qu'on peut parler du palmarès de Ramos derrière, mais avec Cannavaro, c'était pas ce moment-là où ils étaient. Pour nous, les deux en même temps, au meilleur de leur talent et de leur force. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément mis en avant cette défense. Manu, toi? Justement, moi, on parle de défenseurs. Pour moi, forcément, il y a une destination, un billet d'avion à prendre tout de suite, c'est l'Italie. Ça fait un peu cliché, mais je suis désolé, c'est comme ça. Voilà un homme de et je veux bien l'Espagne, l'Angleterre, etc. Mais voilà, pour moi, c'est l'Italie. Alors moi, j'ai une équipe moment Nutella, comme on dit, c'est Parme. Parce que Parme, c'est un peu l'équipe dans notre enfance que je trouvais absolument fantastique. Et forcément, si je parle de Parme, ça va être d'évoquer Thuram associé bien sûr à Cannavaro. Et à Buffon aussi, du coup. Et à Buffon. Et Thuram arrière droit. Et pas. Non. Défense à 3. Défense à 3 en fait. Ils étaient. Il y a que en de France qu'il a joué à droite. Alors justement, ils étaient en défense à 3 parce que tu avais Sensini qui était avec eux, donc c'est un petit peu de la triche. Mais ces deux garçons se sont retrouvés après à la Juve. Alors déjà, à Parme, ils marquent l'histoire quand même de ce club. Pour nos amis, hein. Oui, alors tu sais, comme Ferdinand et Vidic, ils s'aiment énormément. Très les deux, copains. ils sont très très copains, ce qui donne un petit peu plus bien sûr de relief à
tout ça. Je crois qu'ils étaient à la plage ensemble, s'étaient fait photographier à la plage ensemble après la Coupe du Monde cet été. Oui, alors ça c'est la face sombre, mais on n'a jamais su ce qu'il y avait dans les poches. Et moi, ce que j'ai adoré chez ces mecs-là, c'est la complémentarité incroyable, la robustesse aussi bien sûr de cette défense. T'avais Thuram qui était un peu le sage, la classe et la grinta, et t'avais ce Cannavaro qui était l'intelligence dans le placement, le mec complètement fou qui a mis une boîte à l'entraînement lorsqu'il était à Naples à Diego Maradona himself. Et voilà. Et ces mecs-là, moi, m'ont vraiment marqué. Faut se rappeler quand même qu'à la Juve, Cannavaro arrive, il a une fracture du tibia, il revient très rapidement, il gagne 2 titres, alors qui ont été retirés ensuite suite au scandale du Calciopoli. Mais c'est une époque où tu as quand même en Italie, ils finissent meilleure défense avec 10 buts de moins que les autres équipes. Tu as Shevchenko, Inzaghi, Luca Toni, Adriano, Ibrahimovic. C'est quand même assez intéressant. Et Thuram, pour évoquer la trace qu'il a laissée justement en Italie, la Gazzetta un jour a écrit à propos de Thuram est le Zidane de la défense. Pour montrer sa classe. Il est quand même fort. Non, c'est pas le genre de la Gazzetta. Il y a d'autres journaux en Italie. Il y a d'autres journaux en Italie qui ont pu le dire, mais voilà. Et Courbis avait dit une chose, voilà, c'était la deuxième fois que je voulais citer Roland Courbis dans cette émission. Courbis avait dit, marquer contre Parme, c'est très dur, mais quand tu sais que tu encaisses le premier but, tu sais que ça devient impossible lorsqu'il y a Cannavaro et Thuram en face. Il avait dit forcément. Et Alain Bogossian, sans doute qu'il a pensé très fort. Mais qu'il n'a pas forcément déclaré. Et je suis désolé, les amis, alors, on sait qu'on ne parlera pas des sélections, mais ces deux garçons, en plus d'être complémentaires de cette suivi entre Parme et la Juve, c'est quand même 2 mecs qui ont marqué l'histoire de leur sélection. C'est les 2 mecs les plus capés de la sélection italienne, et de la sélection française. Ils étaient dans l'équipe type de l'Euro 2000, ils étaient dans l'équipe type de la Coupe du Monde 2006, ils sont tous les 2 champions du monde. Enfin, si tu veux, même lorsqu'ils sont individuellement l'un sans l'autre, on va dire qu'ils ont réussi à marquer l'histoire. Il y a un truc aussi là. C'est vrai qu'il est. Et oui, il y a le Ballon d'Or, excuse-moi. Et Cannavaro qui a été lui aussi meilleur joueur du championnat de Serie A. Tu vois, ça fait un parallèle avec Van Dijk et la première ligue. C'est vrai que tu marques des points, c'est vrai que tu as raison. Mais pour moi, Manu, moi aussi, qui est ce cœur rouge, vert et blanc un petit peu, pour moi, c'est la lignée d'autre chose. Cannavaro et Thuram n'aurait pas existé pour moi, et je reprends le commentaire de Guadatime, mais c'est ce que je pense, sans des Nesta et des Maldini qui, au début des années 2000, alors je vais chercher un peu plus loin, mais on est quand même au 21e siècle, se sont retrouvés au Milan AC, se sont croisés plus que croisés en sélection, et pour moi c'est le foot, ça pue le foot, ça me met des cœurs dans les yeux, c'est la vision du jeu, c'est le placement, c'est les relances propres, c'est la classe à état pur, c'est pas le jeu des bourricots quoi. Et donc pour moi le foot c'est ça, c'est eux. Nesta il finit à 35 ans au Milan, il met Messi dans sa poche en quart de finale aller alors qu'il a 35 ans avec le Milan AC. Nesta il a moins de sélection que Cannavaro, il a pas de ballon d'or, mais Nesta c'est le foot. Voilà, pour moi c'est indéniable, il est capable de tout faire, d'aller à l'impact, d'être vicieux, et pour moi il apprend aussi à tous les jeunes footballeurs ce qu'est être un défenseur complet, ce qu'a été aussi Maldini, peut-être encore mieux et encore plus. Maldini, on lui a retiré le numéro 3 à Milan, ce qu'on fait jamais en foot quasiment. C'est pour dire le monstre sacré que c'est. Maldini qui est passé de latéral gauche à défenseur central en repoussant même Costa Curta en fin de carrière à côté gauche parce que lui, ça y est, il était en défense centrale. Maldini, pour moi, c'est peut-être, mais je suis trop sentimental, le meilleur footballeur de l'histoire. C'est quelque chose, parce que j'ai pas envie de sacraliser les attaquants. Maldini, c'est monstre sacré, c'est incroyable. Donc, Nesta Maldini, j'ai envie de leur donner de mon côté ce titre de meilleur duo de défenseurs centraux, même si c'est pas les plus physiques, c'est pas peut-être les plus gros tacleurs, il y a des lacunes, mais ça me fait tellement plaisir d'avoir des joueurs comme ça sur des terrains de foot. Voilà. C'est un duo qui a marqué dans le temps, je pense, et qui marquera encore pendant des générations, mais aussi dans les duos iconiques, ce qu'il faut retenir, c'est ceux qui ont réussi à faire de grandes performances sur peut-être 1 ou 2 saisons données. En l'occurrence, moi, il y en a 2, et c'est les rivaux du Milan AC. C'était à l'Inter, c'était Samuel et Lucio. Ouais, c'est vrai. Qui étaient vraiment, mais au-delà d'être deux bons défenseurs, qui étaient des gueules, et qui avaient des... Parce que tout à l'heure, tu disais, le nom Pep Ramos, ça fait peur. Voilà. Tu regardes Lucio et Samuel dans les yeux, pas bien du tout. Aussi à côté, c'est une époque vraiment de l'Inter qui est incroyable. Un mec, un Argentin, un Brésilien qui sont tous les deux en défense centrale. Je pense que c'est peut-être même les 2 derniers défenseurs centraux de ces 2 sélections qui ont eu un impact dans le caractère, dans la méchanceté. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Thiago Silva. Non, t'as raison. Mais vraiment. En Argentine, il y en a plein des défenseurs. Ah non, pardon, je ne connais pas. Il n'y en a plus. Plus aucun. Ah, maintenant, non. Maintenant, avant, il y avait Génération Heinze. Ayala, je me suis arrêté après Ayala, moi. C'était un énorme joueur. Mais les 2 qui avaient un profil franchement énorme. Un gaucher, un droitier, un Brésilien, un Argentin.
et qui ont été les pierres angulaires de l'Inter qui gagne. On parle de l'Inter, je voyais dans les commentaires, et c'est vrai, on se souvient d'Eto qui joue en finale, en demi-finale, limite arrière droit. Pas limite, arrière droit. Mais il y a ces deux mecs-là qui sont la base de la défense. On parlait aussi de Julio César qui était un des meilleurs gardiens. Si les gardiens sont bons, c'est aussi parce qu'il y a deux patrons devant qui marchent très bien. Malheureusement, ça a duré 1 an et demi, la charnière Samuel. C'est un peu sur la fin déjà. Mais c'était énorme, c'était super à voir. Cette année 2010, pour moi, c'est l'année de Mourinho. Elle est incroyable cette année-là à l'Inter. Ils font le triplé à la fin, championnat et Coupe d'Italie et Ligue des Champions. Que Schneider n'a pas été Ballon d'Or, ça reste toujours un. C'est un vol. Tu pouvais te venger en les prenant dans PES, c'était injouable. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, justement, c'est ce que tu dis, c'est injouable. C'est des mecs, t'arrives en défense, c'est un mur, c'est infranchissable. Ce qu'ils font en finale de Ligue des Champions face au Bayern, c'est phénoménal. Et c'est des matchs qui, comme ça, restent ancrés dans ta tête. Et je te dis, mais attends, on est souvent, on met en valeur l'attaquant, mais ce qu'ils ont fait en défense sur ce parcours en Ligue des Champions. C'est eux qui ont mis fin à la suprématie du Barça de Guardiola après l'énorme saison 2008-2009. Et c'est aussi des mecs, et j'ai lu ça dans SoFoot, c'était super intéressant, c'est qu'ils ont composé une équipe qui était vraiment monstrueuse. Une équipe tellement monstrueuse avec que des tontons que même Thiago Motta, quand il arrivait, il faisait figure de petit garçon. Face à des mecs comme ça, c'est pour te dire. Il a dû apprendre avec lui. En tout cas, quand on faisait des petites recherches et tout, et donc je suis tombé sur un superbe article sur Oh My Goal sur les 10 charnières les plus impressionnantes de tous les temps. Alors, il y avait du Baresi, du Beckenbauer, et puis le numéro 10. Même pas cité Baresi. Alors, écrit apparemment par Hugo. La viande. Le carnet. Attends, blague à part, Hugo Le Carnet qui s'est fait les ligaments croisés hier. Oh non. Bah non, dis pas ça là, dis pas ça. Allons, on l'appelle. On pense à lui. C'est vrai, la viande. C'est vrai. Tout le monde fait les croisés chez Oh My Goal ou quoi? Oh, Ouais, mon gars. arrêtez de boire les veilles de match. C'est pas un manque de protéines. Mais c'était quoi comme action Il s'est battu sur le bord du terrain ou sur le terrain? Non, c'est sur le terrain, j'ai pas vu l'action. Oh non. Merde. En tout cas, qui avait mis. Merci d'avoir dit ça. Je voulais juste finir mon truc. Il a plombé l'ambiance, il plombe l'ambiance de la classe Hugo, foot là. merde. Et raconte-nous quand même, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a écrit Hugo dans son article? Hugo, il a dit des trucs et tout. Tu peux parler. Il a fini, en gros, il a le 10e meilleur charnière de tous les temps. C'est une charnière légendaire composée de Sami Traoré et Papus Camara. Il m'a régalé là-dedans. Bravo Hugo, on t'embrasse. Maradona, on t'embrasse. Bah, tellement. Dans les autres charnières, plus sérieusement, quelle horreur. qu'on aurait pu citer et dont je veux quand même parler aussi, c'est Bonucci-Chiellini, Barzagli-Chiellini qui est sensationnel depuis des années et c'est vraiment les tauliers de la Juve. Et puis Presque elle a rien gagné cette charnière. et, Et des finales, et des Ouais, c'est quand même. et des La titres Ligue des Champions, on va dire. qui enchaîne les titres. Et puis Et pas de Coupe du Monde. une qui n'a pas été mentionnée parce qu'on a été en Espagne au début du débat, mais Puyol-Piqué aussi. Pour moi, c'est bien en dessous, ça. C'est bien en dessous, ouais. Enfin, bien en dessous. C'est le deuxième chapeau. Ils sont très forts, ils sont incroyables, Mais en fait, Puyol est une légende de par son palmarès, sa grinta, son machin. Quand je prends ses qualités intrinsèques, je le vois vraiment en dessous de tous les mecs qu'on vient de citer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que. Vraiment, et sans lui faire offense, c'est un joueur magnifique, quelle coupe de cheveux incroyable. Mais au bout d'un moment, il est. Ouais, clairement. Mais tu vois, on n'est pas C'est d'accord. moi qui l'ai dit, donc c'est pas. Ouais, c'est clair. Vous êtes d'accord? Je sais Non, pas. c'est sûr. Quand En fait, il avait une aura peut-être qui dépassait le talent du footballeur. C'est J'ai ça, je pense j'ai que tu veux dire. Après, ça reste un très très grand. Non, mais bien sûr, attends. Mais oui, clairement. Hummels Boateng aussi. Moi, j'avoue qu'il y a quand même l'année de. L'année de la Un peu Ligue des. très Oui, un petit peu en dessous, mais l'année où le Bayern remporte la Ligue des Champions. 2013, non? Il est déjà là ou Je crois que c'est ça. Hummels c'est déjà là, mais à vérifier. Ça fait peut-être un peu tôt. Bêtise. je suis pas Il est sûr. encore à Dortmund. Ouais, je crois pas. Mais en tout cas, cette association m'a toujours fait rêver. Quand même un peu moins. Quand même un peu Les commentaires ils vont nous dire. Attends, ils vont nous Non, dire je crois quelle pas, était je crois la. qu'il est Mais encore. ouais, dans- qui, je pense Boateng pas- qui Je pense pas trop. C'était qui alors? Je crois que c'est. Il y est pas. Il y avait. C'est qui, là C'est Dante, non? Non. Ils non, sont il champions y d'Europe? avait le. Je crois. Dante, champion d'Europe. avec Dites-nous dans Bayern. les commentaires, vous allez nous trouver. Non, c'est pas Il n'y avait pas Puyol. Lucio? Non, ça c'était avant. Lucio. Ça c'était avant. C'est avant. Il part en 2007 ou en Ouais, 2008. ouais, c'est avant. Non, mais t'as raison. Alors, attends, on va voir. Je pensais. On va voir. 2012, c'est Dante apparemment alors. C'est dans tes Dante boîtes. Boateng. C'est pas mal non plus. En tout cas, voilà, la complémentarité entre les deux, l'élégance, la relance de Hummels et cette bête physique qui est Boateng, je trouve que c'était là une association absolument incroyable. Boateng qu'on appelle l'homme feuille. Et sans réfléchir à toutes ces statistiques, à toutes ces. Mais on peut dire que all time c'est Baresi, Costa Curta. Non mais voilà, ou- justement par rapport à tout ça, sans réfléchir tellement statistiques, en profondeur, etc. Vous, sentimentalement, dans votre cœur, c'est quoi le meilleur duo qui vous... Voilà, élargissez si vous voulez plus loin sur du Baresi, élargissez à Blanc de Sailly si vous voulez. ouais, Mais ouais, dites-moi, j'allais dire. la défense centrale que vous avez surkiffé, c'est qui?
Dites-moi, de Saïd pour révélez-vous. tellement de raisons. Ouais. Le stopper infatigable, la bête, l'animal Marcel et Laurent Blanc. Numéro 10, quoi. Ancien numéro 10. À qui on dit arrête de monter, c'est la plus belle. Enfin, pour nous, hein, clairement, c'est la plus belle de toutes. Ils sont extraordinaires tous les deux. Non, moi Non. je te Ah ouais rejoins et à un degré moindre parce que j'ai moins vu jouer, mais Baresi Costa Curta. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est sur ce qu'on nous a dit plus qu'on. C'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aurais tendance à mettre C'est difficile. Hein. à blanc. Et on n'a pas Blanc cité de non Saïd. plus un mec qui est revenu dans les commentaires qui s'appelle Yapstam. Un vrai gars. Est-ce oui. que Lazio de Rome, Manchester United, est-ce que c'est un joueur que vous mettez aussi au niveau des Nesta, Maldini et compagnie qu'on a cité là, pendant tout ce débat, ou un ton en dessous, la défense aussi qui amène la Ligue des Champions dans les années 2000 à Liverpool, qui était très solide, ça c'est en Il est dessous. solide, mais un peu en dessous. C'est en aussi. dessous, c'est Ouais. moins légendaire. C'est ça. En fait, il y a aussi des défenseurs qui, d'un point de vue individuel, ont marqué, mais qui n'ont pas réussi à rentrer dans des duos iconiques. Kembauer. Je sais pas Ouais. qui jouait. Enfin, Je sais pas qui. peut-être un mode de culture. Ah, El Karkouri, Rabézan, Sandra Tana, je crois que c'est ce que J'ai vu Dubois Morel. Oh là 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 là. C'était très très Incroyable. cool. Ah ouais, Rolando Rami, évidemment, la charnière Ah bah ça, rapide de l'histoire il du fait rêver. Et le trophée, le ballon d'or du meilleur défenseur de Ligue 1 cette saison, c'est pour Choupo-Moting, hein, on est d'accord. Putain, quel large. C'est revenu aussi beaucoup dans les commentaires. Histoire incroyable. Caraguripia. Ouais, Caraguripia, ouais. Allez, dans Super. quelques minutes, les amis, il va y avoir l'interro surprise justement pour remporter la Coupe du Monde, le ballon d'or et un chèque de 500 €. Oui. C'est nouveau ça Ah oui, c'est nouveau. Cool. C'est nouveau. Ah, t'es pas au courant, tu vas pas te payer par Ouais. contre. C'est la pige, là, Simon. Mais tout de suite, il y a quelque chose d'historique qui s'est passé en National cette semaine, qui arrive tout droit comme un boulet de canon sur la Ligue 2. Ça s'appelle le FC Chambly et on salue notre camarade Simon Pont-de-Mé, le portier. Magnifique, il est brillant et il a permis à son club de monter. Il sera là d'ailleurs dans 15 jours dans la classe foot, Simon Pont-de-Mé. Et là, en attendant, Manu en parle très bien. Depuis vendredi dernier, Manu est en transe avec l'officialisation de la montée de Chambly en Ligue 2. Ça nous fait très plaisir, mais à lui particulièrement, parce qu'il suit le national tous les jours. Qui est donc ce fameux FC Chambly Oise? Désolé les amis, cette semaine ça risque d'être un petit peu long. Chambly, c'est l'histoire d'un village peuplé d'irréductibles Gaulois qui depuis 30 ans font bien mieux que résister. Chambly, à ne surtout pas confondre avec Chablis. Et pourtant, jusqu'à présent, quand je partais commenter Chambly, je trouvais toujours un con pour me demander de lui ramener une bonne caisse. En 30 ans, Chambly a connu 2 entraîneurs, 2 présidents, 3 Luzzi, du nom bien sûr de ses créateurs. Pour leur 30e anniversaire, les Nerazzurri fêtent leur 12e montée, ce qui fait de cette histoire de famille et de foot le plus beau miracle français. La légende commence en mai 1989. Fulvio Luzzi, l'actuel président, a alors 25 ans. Il s'éclate avec son équipe de Sixte. Son but, faire de cette histoire de potes un véritable club de foot. Un jour, un ancien copain du collège lui dit qu'à Chambly, il n'y a plus d'équipe depuis qu'un arbitre s'est fait soulever un dimanche matin. Fulvio embarque son père, Walter, un immigré italien, fan notamment d'Elenio Herrera, connu bien sûr pour avoir inventé notamment le catenaccio, et celui que l'on surnomme Pépé, le sage et blagueur, prend le poste à ce moment-là de président du nouveau club. Et puisque chez les Luzzi, la famille prime surtout, son autre fils, Bruno, renard des surfaces du côté de Dunkerque et très ardemment courtisé avec un contrat pro du côté de Strasbourg, lâche justement son rêve et rejoint l'aventure. En septembre de la même année, le FC Chambly version Luzzi joue alors son premier match. Pas de douche, les joueurs tracent eux-mêmes les lignes du terrain et le maillot ressemble, vous le voyez, étrangement à celui de l'Inter, car Pépé et Fulvio en sont des fans inconditionnels. Tant pis pour Bruno, le Juventino, car l'argent à cette époque se fait rare. Et puisque personne ne joue dans cette division en rouge et noir, alors pas besoin d'acheter un deuxième jeu. Ils ont fait leur début en 14e division en 89, je savais même pas que ça existait. Est-ce qu'à l'époque c'était possible d'imaginer un tel succès pour les Luzzi? Alors forcément, c'était difficile d'y croire, mais pourtant la gagne fait véritablement partie de l'ADN de ce club. Je vous propose de regarder justement la devise, qui est un résumé parfait. Un club, une famille, une ambition. Bruno avait d'ailleurs fait une promesse à son frère Fulvio. Le jour où l'on se contente de la division où on évolue, c'est qu'on n'a plus rien à faire là. C'est une maxime qu'il a répétée à peu près chaque année. Dès sa première saison d'ailleurs, le FC Chambly fait office d'ogre avec 8 joueurs de niveau DH, alors qu'ils évoluent, je vous rappelle, en 5e division de district
à l'époque. Et si on ne parle bien évidemment pas de Ligue 2 et que le seul moteur est bien sûr le plaisir de jouer malgré des moyens limités, une philosophie se met en place, une philosophie en 3 actes, vous allez le voir. La première année, objectif, se maintenir et prendre le pouls de la division. La deuxième, il faut faire mieux. La troisième, il faut monter. En 2001, Pépé, donc le père, prend sa retraite mais ne reste jamais très loin des terrains et fait notamment office de médiateur entre ses 2 fils. Fulvio devient président et Bruno l'entraîneur. Des joueurs toujours meilleurs débarquent et le club grandit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, de la DH à la CFA, Chambly est victime de son jeu, raillé pour ses Golgoth. Les détracteurs se moquent. Bruno est perçu comme un grand motivateur mais un pauvre technicien. Fulvio paie une supposée arrogance à force d'afficher son ambition. Mais chez les Luzzi, il y a un autre adage, chose promise, chose due, et il ne tarde pas à convaincre de jeunes talents, mais aussi des anciens pros, grâce au soutien d'une famille, femmes et enfants compris, dévoués corps et âme pour leurs joueurs. Un formidable état d'esprit, doublé d'un incroyable mental de gagnant, une identité en fait singulière, symbolisée par l'atmosphère unique d'un stade, le Stade des Marais, où les joueurs sont obligés d'aller saluer la main courante après chaque match, comme on le voit d'ailleurs sur cette image. Il y a un an, Pépé nous quittait, le président fondateur, quelques heures après le plus grand exploit, enfin ce qui était le plus grand exploit de l'histoire du club. C'était après une qualification en demi-finale en Coupe de France. Quelques semaines après, Chambly se maintenait pour un seul petit point en national, mais Bruno voulait alors tout quitter, rejoindre l'Italie. Il a depuis vendredi réalisé l'autre rêve de son père, réussir en tant qu'entraîneur, ce qu'il avait raté en tant que joueur. Et comme Fulvio aime à nous le dire depuis des années, la mission se terminera quand nous serons en Ligue 1. Chambly peut donc ouvrir un bon Chablis, car en partant de plus loin, il marche aujourd'hui sur les traces du Grand Guy. Bravo. Wow. Excellent, Manu. Super zoom sur le FC Chambly. Et dans 15 jours, donc le vendredi 10 mai, on aura Simon Pont-de-Mai, le gardien ultra actif dans cette montée en Ligue 2, qui viendra avec nous pour nous parler de tout ça. Dans les commentaires, on nous disait, mais pourquoi tu parles pas de Rodez? C'est vrai, c'est une autre belle histoire. J'en ferai une autre. C'est vrai que c'est une belle histoire. Ouais, parce que Zidane c'est un club qui était redescendu pour problème financier jusqu'en CFA2. C'est un club qui a été longtemps habitué. Moi, je les ai joués en CFA et il y avait de l'oseille. Hein. Il y avait de l'oseille, mais ils ont eu des gros soucis parce que c'était très mal géré à Rodez. Ils avaient beaucoup de soucis. Ils sont descendus très bas. Le Zidane a mis un billet parce que sa femme est originaire et son beau-père est originaire de la région. Et en fait, le pari de Rodez, ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils se sont dit plutôt que d'aller chercher des très bons joueurs à qui on va donner des salaires qui vont rester 1 an, on va se structurer, prendre un commercial, prendre d'un vrai staff, etc. Et ils ont vraiment une logique très intéressante. Et je pense que c'est un club c'est ce qu'ils ont fait alors sur les 10 dernières années qui est mieux. Alors, parce que au début des années 2000, c'était l'oseille qui primait là-bas et ça marchait moyennement, mais bon, ça permet quand même d'avoir des résultats en 4e, 5e division nationale 2 ou 3. Tout de suite, c'est le moment de savoir qui sont les vrais winners de cette first team, de cette classe foot. Il y a les blonds d'un côté, les bruns de l'autre, les bruns méchés de l'autre. Tout de suite, c'est parti pour l'interro surprise. C'est parti pour l'interro surprise, qui n'a de surprise que le nom, vous le savez, chaque semaine, bien sûr. Et c'est parti pour les qui est avant le qui suis-je et le j'ai joué avec, que je vous ai préparé avec amour, bien sûr. Qui est-ce? C'est simple, ce sont des photos floutées. Démarrons avec cette petite photo floutée qui a fait du surf au Parc des Princes dimanche dernier. 1 point pour Maxime Orbet qui démarre comme d'habitude sur les chapeaux de roue, mais il le sait très bien, le Mont Ventoux, ce sont les derniers lacets qui comptent, n'est-ce pas Polo? Daniel Alves, complètement survolté sur ces images de fête au Parc des Princes. Ils ont été arrosés aussi Choupo-Moting sur la pelouse qui était lui nickel puisqu'il était en tribune. C'était assez drôle. Voilà. C'est des bons enfants, les enfants qu'on aime. Quel joueur de foot a osé cette semaine le déguisement? Le déguisement de Batman. Non. Ah non, c'est N'Golo. N'Golo Kanté. Ah ouais, c'est incroyable. C'est pas la meilleure photo. Il y en a une autre où il a le masque sur la tête et il y a un grand sourire incroyable. Et je t'en prie, c'est la meilleure photo, enfin. Non, mais avant l'émission, en plus, la délégation de la First Team m'a dit ah Tom là-dessus va être très bon, il la connaît. Ouais. En fait, non, mais je connaissais l'autre, donc bref, admettons. J'ai oublié. Sorry les gars, sorry. Et en a marre de l'actu. Partons voir l'équipe de France Espoir en 2001. À quoi elle ressemblait, à votre avis? En 2001, oui, en 2001. Trezeguet Henry. Trezeguet Henry, 2 buts partout. Lionel Matisse, Mickaël Landreau. Mickaël Landreau, ça fait donc 3-2. Attends, il en manque un. Sagnol numéro 10.
Sagnol numéro connais 10, cette photo. 3 Oui, partout. Je connais cette photo. Eh ouais, Sagnol numéro 10, dur à trouver. Et oui, ses c'est en chapeaux. 2001, après les belle, titres cette sont équipe, hein. retournés sur les Elle était espoirs. formidable. Elle cette était Elle est incroyable. Enfin, Peter Hudson, sur le papier, sur le Sylvestre, papier. Ouais, ouais. Edouard Tous Cissé, fait carrière derrière. extraordinaire. Ils ont tous fait carrière Extraordinaire. derrière. Et c'est une culture en France donc d'avoir des latérales gauches qui centrent dans les tribunes. Puis il y avait déjà Didier Domi. Ah, c'est Didier, là, c'est pas- Didier Domi, ah ouais, numéro la famille 3, Didier. en effet. Et donc Ah, ça fait Didier. plaisir de voir Didier. Pas que des bons choix, Didier. hein. Quel est cet homme qui représente Je crois qu'on va faire réclame. Maradona. Maradona, ouais. Putain, j'aurais jamais. casquette du Oh Che, là là. maillot de Boca, Incroyable. emblématique. Toujours Maradona. pas mort. Hein. On est à 4 Toujours buts, vivant, toujours debout. 4 buts à 3. Ah, vous l'avez donné à Nas le point Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Tu l'as il dit a dit en avant premier. Oh, il est parti Ah, il a- hier. Hein. Eh ben, il vient d'arriver. Il vient d'arriver ici. Il vient d'arriver. Quel est C'est pas cet que homme c'est qui pas- portait le slip saillant en 95 lors de la présentation des Desailly. joueurs Ouais, Marcel Desailly, 6-4. Quel maillot qu'on n'a jamais revu. Ouais, maillot qu'on n'a jamais Incroyable. revu. Au milieu, c'est Eranio, Ce flot de Baresi, là, regarde. et Dejan Savicevic, Savicevic, bravo. que l'on Savicevic. aime bien sûr et que l'on embrasse, qui nous regarde. On est à 6-4, hein, c'est bien Du ça Bayern. 6-4, ouais. En Non, 5-3, oui, c'est 5-3. pareil. Ouais, c'est pareil. deux, quoi. Du moment que les écarts sont les mêmes, vous pouvez même nous mettre un 22 à 21, ça me va. En 2007, qui accompagnait Kaka sur le toit du monde? Il y a Messi. Nedved. Ronaldo, Messi, Ronaldo. Ah non, Messi Ronaldo. Alors, un point pour Ronaldo et surtout un point pour Messi. Ah oui, ah oui, ah oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Bah, elle était toute belle pour aller à son... Ah, on est 3. Elle était toute belle pour aller à son bal de fin d'année, Messi. Hein. Oh là là, bon coaching. Hein. Regarde, il est là-bas. T'es bien mieux avec ce hein. Toujours 2 points d'écart entre. Ça l'a fait c'est sourire, Messi. Ah, t'as vu 23-21. J'ai un petit rictus quand même. Toujours 2 points d'écart. Ah, j'adore. J'en peux plus. Il veut nous mettre un 1201 contre Quel joueur 1999. italien a démarré sa carrière à Padoue? Padova pour les Italiens. Oh là. Tony. Ah, Albertini, non À côté. Ouais, Bertini. Cannavaro. Non. Attends. Qui c'est à côté? C'est. Attends, à côté, c'est. Mais non. Tu l'as. Oui, 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 Celui-là, ça c'est vaut pas de Vieri, points. non Ça- Non, ça Non, vaut- n'importe non, quoi. non, Ça vaut pas de points. c'est pas Livio Vieri. Non. Di Livio, Angelo Di Livio, mais ça ne vaut pas de Ah points. merde. Qui est cet homme? Oh là, Alors, avec oh là. cette coupe à la Albertini, Il a commencé quand il a commencé à Padoue, Del Piero. Del Piero. Del Piero. Alessandro Padoue. Del On Piero. connaît pas du tout sa tête. en fait. Eh ouais, eh ouais, ouais. Oh là là. Oh ouais. Eh, genou. Ses cheveux ont pas avec sa Eh, tête. gamin, Ouais. eh, gamin. hein. Ah ouais. Quel jeu. On est à 23-22, c'est serré. Hein. Vous marquez des points aujourd'hui. hein. Quel est ce joueur qui fait des saluts bizarres avec Thierry Henry Cagno. Cagno. Ah oui, c'est bizarre. Ah, ça il va y a trouvé. C'est lui qui a C'est du Keita. Non, non, non. Eto'o, Eto'o. Ouh, il a... J'avais dit, hein. C'est bon. Non, 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 il avait Attends, pas je l'ai vu. dit il y a Ah, 2 t'avais dit, minutes, toi. hein, désolé. Il y a 2 minutes. Ah ouais, je te jure. Mais ça deux comptait minutes. pas, Ouais, c'était pas la parce bonne que je photo il y a 2 suis en minutes. Je suis en avance. Non, c'est bon. Il revient à un Cage. point. Il Comme revient Nicolas Cage à un dans- point. dans Tu as dit Netflix. tout de suite en fait? Ouais, tu peux Ouais, demander à Max. Il est dans mon équipe, mais. Ouais, voilà. ouais, ouais, demande Donnez-lui, Di de toute façon. Ouais. Bon, C'est juste après Di Canio. J'étais en train de ricaner sur Di Canio, pardon. On ne La peut blague pas était rire de bonne, ça, on ne peut pas rire de tout. C'est pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Coupe du Monde en Argentine en 78. Qui est cet homme qui se fait sécher? Regardez sa cheville. Qui se Platini. Platini, bonne réponse. Ouais. Oh la vache. Numéro 15. Oh là là. Il Magnifique simule en photo. même temps, il simule en même Ouais. temps. Oh, on À fait pas ça l'italienne. quand on tombe, quand on a mal. C'est Ravanelli. Désolé. Incroyable. Quel est ce joueur qui se fait étrangler un jour de sa vie mais qui est toujours vivant suite à l'étranglement d'Edgar Davids? Ah, Zidane. Djorkaeff. Qui a Ah dit ouais, Zidane? Qui a dit Zidane. Zidane. C'est le bracelet. vrai, ça se voit, C'est le Zidane avec bracelet. ce truc, C'est le le bracelet. Oui, il a raison. Tu le connais bracelet. Il était à gagner dans le pot C'est vrai. Nutella en 1998. Tu te rappelles de ça ou Il a pas raison. Tu te rappelles de ça Pendant toute la Coupe du Monde, il l'a et tout. je te Ouais, jure. c'est fou, hein. Incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as placé 2 fois Courbis et 2 fois Nutella aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, Il est c'est vrai. payé par le Peut-être club, un hein, contrat, ouais. Ferrero. On est à combien, s'il te plaît, Kili? On est à un point d'écart. Aïe. Ah, égalité. Oh, Oh, Kobe Bryant, oh Kobe là Bryant. là, alors là, le peloton du Mont Ventoux s'est regroupé. Il n'y a personne dans le groupe Eto, personne d'échappé. Polo, tu me comprends. Parce que Polo, quand on parle trop foot, il comprend pas. Du coup, là, il comprend. Abonnez-vous à Roue Libre. Toujours. Roue libre, ouais. L'émission rugby, l'émission cyclisme, l'émission F1 dans La quelques, semaine prochaine. La semaine prochaine. dans quelques jours. La arrive semaine prochaine, la sur la F1. chaîne YouTube Très Multisport de la éclectique, First ça. Team. Ah, ça. Et en attendant, il y a encore un qui est, les amis. Oh. Qui est cet homme qui a les yeux qui disent Nedved. merde à l'autre? Pavel Nedved. Ah ouais, Mais moi. comment tu sais? Tu l'as vu cette photo Il a sur vu, Bien YouPorn ou sûr, quoi? c'est sorti sur Oh My God il Mais y c'est a le des directeur de la rédaction. années. Comme ça. Oh. Non mais regardez ce regard qui se détourne. Faut dire que le décolleté est malaisant. Ah, Ouais, franchement, Je- pour le coup, Alors, ça aide pas. Attends, en tant qu'expert, c'est pas du quand naturel. on voit le regard... Ça, c'est pas du naturel. Je pense que c'est ça qui a dû gêner Pavel. Nassima, je t'explique. C'est vrai Là, qu'il y a des sommes le de regard de Pavel Nedved, c'est vraiment celui d'un homme qui a vu et qui ne veut plus voir. Mais il a raison.
Ah, il a raison. C'est malaisant, enfin, pour Pourquoi il a le coup, vas-y. Pourquoi il a Je sais pas raison quoi vous jouez là. Si tu me montres, je regarde. Hein. Non, quand c'est refait comme ça, non, c'est triché. Qu'est-ce que tu Il a triché. peut-être Qu'est-ce que une t'en sais que c'est femme, il a refait peut-être Ah, des moi, je te le enfants. dis. Attends, là, c'est un arrêt sur image. Ça se trouve que la seconde d'après, il est comme ça. Hein. Bon, grand respect à Pavel en tout cas. On dirait un vieil alcoolique, tu sais, qui veut plus retomber dedans. Quoi. Tu sais, il a le regard complètement. Vous êtes Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Allez, un commentaire national. Non, Non, apparemment. non, c'est bon, c'est bon. Qui suis-je Nous sommes à égalité. Non, il y a un peu d'avance On pour a la un team Saint-Refait. En effet. Catastrophe. Ouais. Bonne équipe de beauf. 25-24. Aussi. Ah, c'est pas notre faute, hein, on parle de foot. Qui suis-je Qui suis-je J'étais une figure du championnat de France. Ah. Plus de 400 matchs au compteur. Je ne sais même plus de qui je parle. Ah si, oui. Si, ça m'est revenu. Il y a un moment. Mystérieux. Mais putain, la famille. Soleil levant. Plus de 400. Comment on dit en arménien un petit. Récipient. Tu l'as fait environ 25 fois. Toi et Erwan, vous l'avez déjà fait. Donc, Plus de 400 matchs au compteur en Ligue 1, en Ligue 2 et en National. J'ai remporté une Coupe de France avant de vivre une fin de carrière compliquée. J'ai même entraîné en DHR le dimanche matin, c'est pour dire. J'ai été condamné pour maltraitance envers mon chien. Désolé. C'est pas. C'est qui ce Ah oui, le seul mec que j'associe avec un chien, ouais, c'est Morel. C'est le seul, sinon. Des insultes, j'en ai reçu dans tous les stades où j'ai joué, même Fiorez de mes propres supporters. Ça aurait pu être Fabrice Fiorez. J'ai croisé Thibaut, c'est moi, à Moulins une fois alors que je jouais à Nice en Coupe de France, face à Moulins. J'ai désormais 43 piges, 21 sélections dans mon pays d'origine Et Bardonado. et j'ai eu le kiff de jouer pour le club de mon cœur. Ça n'a pas de prix, malgré les moqueries. Je n'ai commencé le foot en club qu'à 13 ans, ce qui peut expliquer ma faible technique. Après avoir joué dans la rue du côté de Créteil, en banlieue parisienne, j'ai bouclé la boucle Oh, putain. en finissant ma Traoré, carrière à Créteil. Sami Traoré. Putain, t'as tout Bravo. dit. Ah, il a tapé ses chiens, lui. Et t'avais séché. Ah merde. Samy, c'est pas bien. Hein. Ah, la faute. Putain. Ah, Et Créteil remonte en national. Samy, on n'est pas content là. On apprend les trucs. Non, non, Samy. Désolé. En plus, il est sympa. Ah bah oui, il manquerait plus qu'il morde. Comme son chien. Qui suis-je? C'est une bonne raison de taper son chien pour le coup. Ah ouais, pour le coup. Ouais. La rage. Ah oui, oui, bah, tout est écrit, il y a des auteurs. Je veux dire. C'est même que Jamel Debbouze. Hein. Oui, c'est. Et ça T'avais nous fait fait un black kiss. Il reste 3 minutes d'émission, s'il vous plaît, c'est la dernière ligne droite. Il y a un point d'écart. Oh non. Le score est tellement élevé, est-ce qu'on peut revenir à 1-0 pour Nas et Tom? Oh Comme ça, je le non. reprends. Comme ça, je peux reprendre plus facilement parce que là, je suis perdu dans les scores. Ouais, remettez à 0-0. 1-0, non, non, Je suis sur la dernière. 1-0 pour Nas et Tom. Putain, ils sont d'une réactivité, je les aime en régie. Qui suis-je? Je suis né à Nemours. Comme quoi, on peut quand même s'en sortir. Prud'homme. J'ai joué dans le sud de Il y a les cours, il y a les cours qui Régalade nous arrivent. celle-là. T'es dur avec les Némoursois. C'est pas, oui, c'est vrai que c'est pas pire que Moulins et tout. C'est vrai. J'ai joué dans le sud de la France, j'ai joué dans le nord aussi, donc comme ça vous êtes bien embrouillés, c'est bien. J'ai joué en Italie, en Espagne. Papin. Ah non. Quand j'étais petit, je voulais passer à la télé, et on peut dire que j'y suis toutes les semaines. Désormais, on m'y voit en Coupe d'Europe, en championnat. Je joue quasiment chaque année la Coupe d'Europe, mais j'ai peur d'être un éternel joueur à fort potentiel. Vous savez, la fabuleuse chanson. Capita. Les blessures ont d'ailleurs souvent ralenti ma progression, si bien que j'ai dit adieu aux Bleus. Après avoir joué dans toutes les sélections en jeune, même en espoir, je n'ai pas franchi le cap. Pur produit made in France, je joue désormais pour l'équipe centrafricaine. Histoire d'avoir donc une vraie expérience Centrafricaine. internationale. Et oui, depuis un an. Espagne À 26 ans, je me demande donc si j'ai atteint mon prime ou si je vais l'atteindre un jour, car pas mal de top clubs sont à mon palmarès. J'ai joué dans beaucoup de bons clubs, mais je n'arrive pas encore à devenir ce top player que je devrais être. Dans ma carrière, j'ai côtoyé de grands joueurs comme Varane, Serge Aurier ou encore Falcao. Et quand j'étais en Italie, on m'a remis le trophée de ballon de plomb, le ballon de Ballon d'Or. C'est en effet Geoffrey Kondogbia. Et c'est bravo, c'est l'égalisation. Il y a un amour. Nous sommes donc à égalité, et ce n'est pas scénarisé, juste avant d'arriver sur le... J'ai joué avec. Dans les trucs. Hein. Oui, ils avaient trouvé tôt. Grave. Bravo, ouais, dans le chapeau. Geoffrey Kondogbia, chapeau.
Donc ça s'écrit avec un O et non pas un A. mais c'est bien sinon parce que tu avais trouvé quand même, peu importe l'écriture, nous ne sommes pas comme ça. Non, Manu sur le chat, il était très sale. Donc Manu, t'es comme Non, ça. après. Nomad, c'est un vrai gars, c'est pas un Mais- mytho. ah non, attends, quand je regarde ma table, regarde, là je regarde ma table, là je regarde le chat, là je regarde ma table, là je regarde le chat. Voilà mon pote. En plus, c'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai eu. Ouais. Ah oui, bon, Non, non, ouais. Là maintenant. Ce sont les Hauts-de-France. On accuse même pas. regarde ça. C'est un point pour les Hauts-de-France, un Ils sont point, malins, les mecs, ils sont malins. Mais non, mais parce que, attends, il est nomade, il Johnny croit. Lamèche, là. Table, Ah, nomade, oh. un point pour les Hauts-de-France Incroyable. et la Picardie. Nomade, attention, tes yeux, on dirait le VAR. Hein. Enfin, la VAR. Merci Joe Quinn. J'ai joué avec. Bonsoir. Tout va se jouer là-dessus. On aurait pu ne pas jouer du tout aux autres jeux précédents puisque tout se joue maintenant. Ça, t'es dommage. hein. Ça aurait été dommage. J'ai joué avec Luc Borelli. Oh. Ça te plaît, ça hein. J'ai joué avec Claude Barabé. Ça te plaît, ça Jean-Jean Clef. T'imagines Joël Batz. J'ai joué avec Pascal Veirua. Quoi, mais. J'ai joué avec... Pourquoi tu donnes des vrais noms mais pas des vrais prénoms? Vincent Fernandez. Leco. J'ai joué avec Pascal... Vincent Fernandez. J'ai joué avec Frédéric Ney. J'ai joué avec Franck Priou. J'ai joué avec David Sommeil et Bill Chateau. Oula, attends. Pierre André. J'ai joué avec Thiago. Portugais, hein, pas votre pote. Essien. J'ai joué avec Eric Roy, j'ai joué avec Michael Essien, Delma. j'ai joué avec Célestine Babayaro. Ah, j'adorais à FIFA Putain, et PES. quoi ça et à Papa Yaro, quel nom. Autre latéral avec qui j'ai joué avec Patrick Colter et Célestine Babayaro. Paris, Bordeaux. Quoi J'ai joué avec Matéja Kezman et Jocelyn Gourvenec. Rien à voir. Jérémy Clément. Mais non, c'est pas lui. Non. J'ai joué avec Arjen Robben, parce que je jouais avec des grands joueurs quand même aussi. C'est qui ce mec? J'ai joué avec Daniel Bravo. Daniel Bravo a joué avec tous les joueurs. Donc c'est pas un indice. J'ai joué avec Adrien Moutou. Sympa. Bon délire les soirées. J'ai joué avec Amada Jambé et Jacob Bardonado. Bon délire aussi. Schneider. Mais non, j'ai déjà fait. J'ai joué avec Thierry Henry et Robert Pires. Pas Florian Maurice? Non, il a joué avec Michael Essien, bien sûr qu'il a joué avec. J'ai joué avec Thierry Henry et Robert Pires. Sympa l'équipe. Roten. J'ai joué avec Laurent Blanc Galas. et Stéphane Porat. Oui, bravo. J'ai joué avec Adebayor, Andreas Kopke, Ouais. Kiael Clichy, Pascal William. Sigan, Florian Maurice, Maniche, Didier Drogba, bravo. John Terry, Michael Essien, Hernan Crespo, Franck Lampard. Voilà. C'est William Gallas. Je me suis perdu sur le C'est PSG, jamais moi. Plus 5 égale 4. Et c'est la victoire. Je me suis perdu sur le PSG. Je pensais que c'était un mec du PSG. William, ça s'écrit W-I-2-L-I-A-M. Oh, Galas, bravo. Puisque- Voilà, oh putain, ouais, grave. Vas-y, tu peux nous faire. Attends, Tu peux répéter les noms, hein, tu peux refaire. J'ai envie de refaire le Ah, chemin. je vous le refais à l'envers. Vas-y. Franck Lampard, Ouais. Hernan Crespo, Michael Essien, John Terry, Maniche, Didier Drogba, Florian Maurice, Pascal Sigan, Gaël Clichy, Putain. Ah ouais. Adebayor, Andreas Kopke, Stéphane Porato, Laurent Blanc, Robert Pires, Ouais, Thierry ça, Henry, bravo, Amada bravo. Jambé, Moutou, Daniel Si, Bravo, on a gagné. Gourvenec, Je Babayaro. suis pas habitué à jouer avec toi. Ouais. Pas habitué à jouer avec toi. Il est pas habitué à gagner. Erwan, c'est un message pour toi. Tu Non, non, reviendras non, non, plus non. fort la semaine prochaine. Il va me brûler. Merci à tout le monde en régie. Merci à tout le monde en Elle est où, régie. Christmas Merci à Arthur au son. Merci à Kili, autrement dit Sarah, bien sûr. Pour ceux qui ne se connaissent pas ton pseudonyme. À la réalisation, merci à Polo et à Tom à la préparation de cette émission en notre compagnie. Merci à Nassima, Exposé, Thomas, exposé. Je m'excuse Maxime auprès de Nassima. et Emmanuel Moine Exposé. pour leur victoire également dans ce quiz. Bravo à tous pour cette participation. Respectez-nous. Avant que ça termine de voler, on se retrouve donc pour toutes les émissions de la First Team sur la First Team Sport. On se retrouve sur la page NBA, ce sont les playoffs actuellement, donc ça grouille. Il y aura une émission radio la semaine prochaine et on reviendra certainement en direct pour les lives de débrief Ligue des Champions pour les matchs retour dans 10 jours donc pour cette Ligue des Champions passionnante ensemble les amis. Voilà, à très vite chez la Sur les First Team. réseaux, on les annoncera sur les réseaux. Et ouais, c'est sur les pas réseaux, encore. Les on vous réseaux annonce sur tout ça, on vous dit sur tout Twitter. ça. Instagram, Facebook, Twitter, on est là avec vous. À très très vite. Très bon week-end sportif. Bye bye. Bravo.